la meilleure question que je puisse me poser et que j'invite tous les gens qui nous écoutent à se poser, c'est assez simple de trouver sa passion. Je passe mon temps à regarder des vidéos d'ASMR sur les gens qui arrachent le liège des troncs d'arbres. Et souvent, il y a un frein que les gens se mettent, c'est oui, mais parce que je regarde des vidéos de gens qui font ça, donc je suis pas légitime pour le faire. Comment faire pour dissocier, tu vois, la passion qui peut se transformer en projet entrepreneurial du hobby? À partir du moment où tu passes un temps disproportionné sur un truc, peut-être que tu tiens quelque chose. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des freins parce qu'on a des injonctions de oublie ta passion sur les sauterelles. Cut the crap. Tristan, je suis ravi de te recevoir. Je suis ravi d'être là, Louis, je te remercie. T'as mangé quoi hier soir? Hier soir, j'ai mangé un risotto café ma copine avec de la charcuterie corse et en dessert des cookies puisque ma copine est américaine, donc Génial. elle nous a fait des cookies. Ouais. Des cookies qu'elle avait fait. Qu'elle avait elle-même. fait, ouais, parce qu'elle invitait des amis à elle, notamment une amie américaine qu'elle avait pas vue depuis hyper longtemps, donc Ok. entre américaines on bouffe des cookies apparemment. Et elle a un secret pour les rendre Et particulièrement bons ou pas? elle galère la pauvre parce que tout est différent. Les recettes qu'elle a, c'est des produits qui sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on trouve aux États-Unis, en France. Ouais. Ces dosages, c'est en OZ ou je sais pas quoi, parce qu'avec leur système impérial de l'enfer, Ah oui. c'est pas les mêmes. Ouais. Bref, donc elle est encore en train de faire des ajustements, mais bon, clairement, les cookies, elle les maîtrise très bien. Et apparemment, le secret, c'est de refroidir la pâte à cookies avant de les mettre au four. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. J'ai pas creusé le sujet. Là, je suis très passif sur ce point. Je déguste les cookies et ils sont excellents. Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots Mhm. ce que tu as fait comme étude, ta première boîte, ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi on a commencé cette interview par de la bouffe et parler de nourriture? Alors, en 2 mots, je m'appelle Tristan Lafontas, j'ai 38 ans et je suis le fondateur d'un club de passionnés de gastronomie qui s'appelle le Club Moi Chef. Et pour aller un peu plus loin et répondre aux autres questions que tu m'as posées, mes études, donc je suis né à Orléans, j'ai vécu 17 ans là-bas, j'ai fait mon lycée ensuite dans le sud de la France où j'ai suivi ma mère qui a déménagé à Carcassonne, donc j'ai fait 2 ans à Carcassonne. Et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur qui était en Aveyron à Rodez et qui était en alternance avec une boîte dans laquelle je bossais dans l'aérospatiale qui elle était à Toulouse. D'accord. Donc diplômé d'ingénieur en 2009 en informatique. Je suis resté dans ce milieu-là pendant pas mal d'années. J'ai bossé donc dans l'aérospatiale, dans l'automobile et après dans le conseil. Et puis un jour j'en ai eu marre, j'ai tout plaqué et j'ai créé ma boîte donc, qui s'appelle le Club Moi Chef. Et donc ça répond, je pense en partie à la question pourquoi tu m'as posé une question sur ce que j'ai mangé hier. Puisqu'en effet donc, je bosse dans le monde de la gastronomie. J'ai créé un club de passionnés de gastronomie qui consiste à soutenir les producteurs et artisans qui travaillent dans l'ombre des grands chefs. D'accord. Alors, comment on passe de ingénieur à sourcer des petits ou grands producteurs? C'est quoi l'événement ou la personne qui peut-être t'a fait te dire ok, non, mais en fait, c'est pas du tout pour moi, ou en tout cas qui t'a dirigé vers ce monde de la gastronomie? Ouais. Alors en effet, je vais donner ma réponse très personnelle parce qu'il n'y a pas de réponse aux recettes magiques pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ma réponse, elle est... ça s'est fait en plusieurs temps, je pense. Déjà, quand j'étais en école d'ingénieur, je l'ai vu a posteriori. C'est maintenant que je me rends compte, sur le coup, c'était juste... Enfin, ça me paraissait normal ce que je faisais, mais typiquement, j'étais ultra fan d'un blog qui s'appelait Mashable à l'époque, qui est plutôt connu, mais à l'époque, c'était un des plus gros blogs tech avec TechCrunch. Ah, je me souviens de ce. Tu te souviens de ce... Ouais, bah écoute, t'as peut-être lu certains de mes articles. Ok. Ouais. Puisque il y avait, c'était Ça n'existe plus aujourd'hui. Aziz, non, quasiment plus, je crois que c'est complètement... je crois que c'était Aziz qui était le rédacteur de Mashable France, et un jour, dans un des articles, il disait on cherche des rédacteurs. Moi, j'ai eu 3 à mon bac de français, tu vois. Donc clairement, j'avais pas beaucoup de raisons de croire que je pourrais être pris, mais je sais pas... et c'est là que je fais le lien avec le côté Il n'y avait pas OpenAI à l'époque. Il n'y avait pas OpenAI, non, clairement pas. Mais c'est là que je fais le lien avec peut-être les premières touches de fibre entrepreneuriale, c'est que peur de rien, en tout cas pas peur du refus, je me suis dit bah allez je le tente quoi. Et je lui ai dit bah ouais moi je suis chaud, j'adore ce que tu fais. Et puis bah, il m'a répondu ok bah vas-y fais un premier article et puis on verra. Ok. J'ai fait un premier article qui lui a plu, donc je suis devenu rédacteur sur Mashable pendant je sais pas combien de temps, un peu plus d'1 an je pense. Trop bien. Et c'était sur quel sujet? C'était tout. Alors c'était
Bah, sur des sujets qui me plaisaient, mais c'était très basique ce que je faisais. J'étais tellement fier d'être publié sur ce blog-là que je prenais pas de risques. Je prenais les articles Mashable US qui me plaisaient le plus Ok. et je les traduisais d'un commun accord. Hein. C'est pas moi qui faisais du pompage, Ouais, hein, ouais, c'était, ouais. mais c'était le plus simple. Et je les adaptais au marché français en fonction des actus françaises, mais je faisais principalement ça. Donc c'était pas incroyable comme travail d'écriture. Mais à l'époque, même Google Translate, Ah ouais. c'était pas. On C'était parle pas au de, niveau, on quoi. parle de 2007-2008. Ça existait un translate, mais c'était pas super efficace. Hein. Donc, Ouais. c'était quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Mais peu importe, D'accord. je m'éclatais. Voilà. Et puis peut-être le Une deuxième. première forme un peu de Ouais, copycat de concept, en tout cas. En ouais, ouais, l'occurrence, ouais, je d'articles pense, qui fonctionnaient bien ou qui te plaisaient aux États-Unis, que tu adaptais. ouais, c'est ça. Ok. Et peut-être le deuxième truc plus évident. Non, il y en a deux autres vraiment évidents. Pendant mon école d'ingénieur également, j'étais un grand fan de Google, beaucoup trop d'ailleurs. Et j'adorais. En fait, j'ai vu la naissance de G Suite. Aujourd'hui, ça s'appelle Mhm. G Suite. À l'époque, ça s'appelait Google Apps. C'était la suite Gmail, Google Docs, etc. Mais pour les entreprises. Et j'ai vu la naissance de ça, je trouvais ça fantastique. J'aurais rêvé qu'ils le mettent dans ma boîte, mais moi, c'était une boîte dans l'aérospatiale. Je pense bien que quand je leur ai dit ça, ils m'ont rayonné en mode et nos data, comment Ouais. on peut les héberger chez les Américains, bref. Et puis il y a eu un moment, parce que je faisais une veille très poussée vu que j'étais ce fameux blogueur sur Mashable. Parce que, pardon, à l'époque, du coup, c'était quoi? Vous aviez Word, Excel, C'était l'enfer. des logiciels. Surtout pour les mails, ils utilisaient Lotus. Ah ouais. Je sais même pas si tu connais. C'était Ouais, un ouais. truc. On avait, je crois, 100 mégaoctets de stockage max sur nos emails. Ah ouais. Donc toutes les semaines, il y avait le moment où il fallait se poser la question de quel email tu supprimes, lesquels t'archives. Puis les archiver, c'est pas comme aujourd'hui. Ouais, ouais. C'était, bref, c'était un bordel monstre. C'était vraiment l'enfer. Et moi, le geek, j'étais hyper frustré. Donc voilà. Et à un moment, j'apprends que Google lance un truc qui s'appelle Google Apps Reseller, Ok. qui permettait d'avoir ce statut, qui existait déjà aux États-Unis, mais ils venaient de le lancer en France. Et moi, j'ai vu ça, et là, et c'est là que je pense qu'il y a vraiment un bon indice de ma fibre entrepreneuriale, c'est waouh, là, il y a une opportunité. C'est-à-dire Ok. que je suis le premier à le savoir, basiquement. J'ai les compétences pour le mettre en œuvre, et puis j'ai la motivation, et c'est parti. Et donc là, en Et alors, attends, quelques jours. c'est quoi? C'était le même système que l'Apple Store? Donc n'importe qui pouvait développer un outil. Non, Et le principe, non. c'est juste de dire personne n'est au courant, les entreprises ne sont pas au courant qu'elles peuvent utiliser nos outils. Ok. Toi, tu vas avoir un rôle de revendeur, un reseller, Ok, d'accord. et tu vas prendre une Ok, cut ok. C'est- sans limite dans le temps. Donc c'était 20% des coûts qui sont reversés aux resellers. Ok. Et après, toi, tu vas les aider à configurer, installer. Il y avait une vraie valeur ajoutée parce que à l'époque. Donc en gros, fallait, c'était quoi? C'était un système un peu d'apporteur d'affaires Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. qu'ils ont mis en place pour Ouais. démocratiser l'utilisation ça. de ces. Ok. Et aussi parce qu'ils avaient quand même besoin de quelqu'un qui avait une connaissance tech parce qu'il fallait fallait transférer Ok. les noms de domaine, etc. Des choses comme ça, je te passe les détails. Et en plus, D'accord. j'en ai oublié une grande partie. Donc, immédiatement, j'ai fait ce que je faisais de mieux, c'est j'ai fait un super beau site web. J'ai commencé à plonger dans le sujet technique, machin. Puis après, j'ai dû me poser les questions de mais comment je trouve des clients en fait. Ouais. Et puis après, comment je crée ma boîte. Et puis créer ma boîte à l'époque, ça sonne comme un vieux, mais auto-entrepreneur, ça n'existait pas encore. Ouais. J'ai dû aller à la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, pour créer ma boîte. Je sais même plus quel statut j'avais à l'époque. Mais j'ai créé ma boîte, Ouais. puis il fallait faire la compta, il fallait faire un pseudo business plan, plein de trucs très chiants. Ouais. Mais que j'ai fait et qui m'ont appris énormément. Et puis, j'ai trouvé mes premiers clients. Et c'est quoi, pendant que tu faisais des démos de ces différentes. Au début, j'espérais que les Ouais. gens se disent tiens, comment je peux utiliser ça? Ouais. C'est trop technique pour moi, je vais chercher un reseller. Et donc, je tomberais sur le site de Tristan, qui s'appelait Wixo. On va savoir pourquoi. En plus, si je sais pourquoi, mais peu importe. Donc, j'espérais que les gens tombent naturellement sur mon site et me contactent. Ok. Ce qui est arrivé. J'ai eu des clients comme ça. Mais après, il fallait surtout faire de la démocratisation. Donc, j'allais dans des conférences de gens qui parlaient de sujets qui n'avaient rien à voir. Et Ok. en gros, ma technique, c'était je trouvais une fausse question à poser à la fin. Donc je levais la main, ça me faisait stresser comme pas possible. Je posais une question et dans ma question, j'en profitais pour placer mon job et ma C'est fonction. Et ça a marché. J'ai eu mon tout premier client, Denis, je l'ai eu comme ça. Ok. Qui est venu me voir à la fin. Ah, mais Jean-Louis, tu faisais ça, ça a l'air sympa, moi ça m'intéresse. D'accord. Voilà. Et donc je facturais une petite presta de setup et derrière je prenais des fees sur l'abonnement à Google. Ok. Voilà. Là, je pense que c'est une bonne illustration de. Là c'est clairement Ouais. une vraie aventure entrepreneuriale. Et D'accord. le dernier exemple que j'ai d'aventure entrepreneuriale avant de créer le Club Moi Chef, que tu connais bien, puisque je pense qu'on travaille rien en révélant que tu es membre de mon club. C'est comme ça qu'on s'est connus.
il y a eu un moment où, un peu plus tard dans ma vie, donc j'ai fini par fermer cette entreprise parce que j'ai eu mes premiers clients, c'était cool, mais en fait j'avais mon mentor, il était américain, sur un marché beaucoup plus gros et beaucoup plus mature, sans les contraintes de mes données, est-ce qu'elles sont en Europe ou aux États-Unis. Et lui, on se parlait de temps en temps, il était hyper sympa, j'arrive à retrouver son nom, ce type, hyper sympa, et il galérait. Il m'expliquait que c'était pas simple pour lui. Alors à un moment, je me suis dit, attends, si lui il galère, alors qu'il est meilleur que moi techniquement, il a un marché de dingue, machin. Moi, je vais trop galérer, donc j'ai arrêté. En plus, j'ai eu une carrière. Parce que toi, l'idée, c'était de facturer quoi, une prestation d'accompagnement, en fait. T'es un peu comme un consultant qui va aider. Oui, c'est j'ai ça. une boîte, c'est le bordel, j'ai Lotus, j'ai Word, C'est j'ai ça. trucs. Moi, je te simplifie tout. Tu veux utiliser Google, c'est génial, ça marche partout. Je te paye quoi? T'as besoin de faire une migration. T'as besoin d'une migration. Ouais. Alors au début, je facturais 3 fois rien, bien sûr, parce qu'au début, on sous-estime la valeur de ce qu'on fait. Donc je facturais, je sais pas, peut-être 200 balles pour faire la migration. D'accord. Aujourd'hui, ça vaudrait sûrement quelques milliers d'euros, mais peu importe. Oui. Et puis après, moi, ma vision, c'est aussi me dire, plus j'ai de clients, plus j'aurai des fees récurrents. Je sais que ces gens-là partiront pas de Google parce qu'une fois que tu y es, t'en pars pas. Et donc je me disais, je peux peut-être me faire un petit revenu récurrent, sympa, sur du long terme. Parce que donc tu facturais une presta un peu one-shot d'accompagnement. C'est ça. Et ensuite tu touchais des fees sur l'abonnement. Les gens passaient par mon dashboard pour payer. C'était un truc qui était mis en place par Google. C'est Google, ils avaient mis un ça. Tu avais un dashboard de reseller. Et donc, plus tu avais de clients, plus tu. Enfin, 20% par client. Donc, ça avait du potentiel. Mais bon, j'ai arrêté. Ma vie professionnelle partait sur d'autres choses. Je suis devenu acheteur dans l'automobile. Ça payait beaucoup mieux. Et puis, ça m'intéressait aussi beaucoup. Donc, en tout cas, au début. D'accord. Mais malgré tout, j'ai eu ce truc-là. Et un jour, il y a eu l'essor des montres connectées. J'en ai une au poignet, là, qui a été bouffée par mon chien. Il va falloir que je change de bracelet. Tara. Et la toute première... Ouais, Tara, la petite chienne. Pincher, exactement. Et la toute première montre connectée qui mesurait le pouls, ce que font maintenant toutes les montres, mais la toute première, ça m'embête, mais j'en ai oublié le nom. C'était une boîte américaine qui a été rachetée ensuite par Intel, les processeurs. Je pense qu'ils ont complètement écrasé le projet entre-temps. Mais elle est sortie aux États-Unis. Moi, j'étais là, waouh, c'est génial, c'est la folie, c'est des turfus. Il se passe quelque chose. Et à l'époque, c'était tellement novateur. 2010. Je dirais 2010, 2010 sûrement. Ouais, sur le 2010. Oui. C'était tellement novateur que l'Union européenne considérait ça comme un medical device. Donc, ils ne voulaient pas. On n'a pas le droit d'en importer. Donc, ce que j'ai fait, moi, à ce moment-là, je suis sûr, c'est le futur. Donc, j'ai ouvert une boîte postale en Floride. Je me suis fait livrer ma montre là-bas. De là-bas, je me la suis fait expédier en France. Et l'idée, c'était, je vais la porter, je vais la tester, la montre autour de moi. Si ça marche, je crée un premier business d'achat-revente. Et puis après, on verra ce qui se passe. Mais c'était un test pour moi. Ce que j'ai fait... Super. J'ai testé ma montre. Et en vrai, elle était énorme. Elle était moche. Et puis, elle était énorme. Donc, tu vas dormir avec, c'était impossible. Donc, très vite, j'ai arrêté de dormir avec. Et puis au final, ça me convenait pas. Donc au bout de quelques mois, j'étais vraiment la mort dans l'âme. Je me suis dit, encore un projet que je dois aborder. Que je dois arrêter, quoi. Mais pour pas être trop frustré, à ce moment-là, je me dis, c'est pas pour moi, je vais la revendre. Donc je l'ai revendue sur le Bon Coin. Et ce qui est marrant, c'est que entre les frais de livraison, plus l'ouverture de la boîte postale, machin, mais vu qu'on pouvait toujours pas en acheter en France, je l'ai revendue plus cher que ce qu'elle m'avait coûté au global, alors qu'elle était d'occasion. Et j'avais cet argent-là, c'était pas énorme. J'avais, je sais pas, je dirais 250 €, un truc comme ça. Et j'étais là, qu'est-ce que je fais de ça, quoi? C'était mon argent d'entrepreneur, ça. J'étais un peu déçu. Et à ce moment-là, je me dis, bon, tant pis, c'est beaucoup trop tard. Mais ça fait quelques années que je suis cette histoire de crypto-monnaie, de Bitcoin. Je vais mettre ces 250 balles en Bitcoin. Mais ça faisait déjà au moins 2 ans que je suivais le truc. Et pour moi, c'était vraiment... J'étais... late, en retard, trop late. Sauf qu'à l'époque, le Bitcoin se vendait à 500 € ou un truc comme ça. Non, peut-être pas. Non. En vrai, c'était clairement pas trop tard. Et si j'avais su à l'époque, j'aurais mis beaucoup plus que 250 €. Donc je ne suis clairement pas donc t'as riche. mis 250 €. Je suis clairement pas riche grâce aux crypto. Aujourd'hui. Le multiple est colossal puisque ils sont montés à 10 000 €, mais 250 € initiaux. Donc ça fait pas de moi quelqu'un de très riche. Tu les as gardés Non, mais il y a eu un jour, je me suis dit, je les ai revendus. J'en ai pris 2 tiers pour moi, 1 tiers pour l'État et 1 tiers que j'ai remis en crypto. Voilà. Donc en gros, là, sur mon compte bancaire, j'ai peut-être j'ai gagné 4 000 € dans l'histoire. Ce qui est génial, hein. C'est un très bon multiple, mais ça fait pas de moi ça fait pas de moi un crypto millionnaire malheureusement. Donc ingénieur, en side, tu fais ce projet avec Google. Ensuite acheteur. Ouais. Et t'arrêtes, tu démissionnes
Ou comment ça se passe quand tu... Je suis acheteur dans l'automobile. Au début, j'adore l'expérience parce que moi, mon driver, tu le verras au fil de ce podcast, un de mes plus gros drivers, c'est d'apprendre. Et là, je me retrouve téléporté sur ce truc d'un métier. Je ne sais même pas ce que ça veut dire acheteur quand on me propose le job. Et en fait, j'apprends plein de choses, je découvre un milieu que je ne connais pas, celui de l'automotive, mais aussi de chaque pièce que je dois acheter. Donc, quand tu dois acheter une pièce plastique, en fait, je découvre que le plastique, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant. C'est horrible pour plein de raisons, mais c'est un univers où c'est sans limite. Je bosse avec des gens qui sont ingénieurs plastiques et je pensais même pas que c'était possible. En fait, Et puis après, la même chose pour métal, et puis après, la même chose pour électronique. Je suis entouré de gens passionnants qui sont passionnés par leur job, donc moi, j'apprends énormément. Mais malgré tout, assez vite, je m'ennuie un petit peu. Et de toute façon, mon contrat était un contrat d'1 an et il ne pouvait pas être renouvelé parce qu'à l'époque, la boîte c'était Continental. Et Continental, à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, c'était pas possible d'être embauché. Au contraire, ça licenciait beaucoup. Donc j'essaye de continuer dans mon job d'acheteur. Je passe des entretiens et en passant les entretiens, je rencontre quelqu'un qui est ingénieur d'affaires, qui lui veut me recruter en tant qu'acheteur. Mais je finis l'entretien en me disant, en fait, c'est son job à lui que je veux faire. Et donc je postule pour son propre job à lui, enfin un équivalent ailleurs. Je passe des entretiens, c'est pas simple parce que pareil, je sors de nulle part, c'est un métier que je connais pas du tout. Donc je galère, vraiment je galère. Bah tiens, d'ailleurs, je galère parce que il est membre du club Moi Chef depuis quelques mois. Pierre, si tu m'entends, tu m'en as fait baver. Le salaud, il m'a mis 6 pieds sous terre, vraiment, je transpirais, il m'a démonté, mais ça faisait partie de l'exercice de l'entretien. Et que j'ai passé qu'à moitié pour la première fois. Il a accepté de me faire revenir une deuxième fois. Je suis revenu, j'ai passé le deuxième entretien et il m'a recruté. Il m'a recruté dans une grosse boîte de conseil internationale où au début, je sais parce que j'avais les chiffres, j'ai vraiment très bien performé. Je suis passé assez rapidement responsable d'agence, c'est le terme interne à la boîte. Et pareil, très vite, je me suis... ennuyé. La montre connectée, c'est en side. C'est complètement en side. C'était avant. Acheteur. C'est quand j'étais acheteur. Ok. Là, j'avais plus le temps d'avoir des projets parce que c'était un boulot hyper prenant. C'était intense. Et en gros, ça restait hyper intéressant parce que tous mes clients ou potentiels clients étaient dans des industries complètement différentes. Leur socle commun, c'était l'informatique. Mais j'allais voir Pierre Fabre, Airbus, Orange. Le MIPI dans l'hospitalier. Enfin bon. Donc moi, j'ai rencontré des gens qui étaient hyper intéressants. Mais très vite, j'en suis venu à la conclusion que soit je continuais, et c'est un peu un job de l'endurance, enfin, à moins d'être mauvais et de se faire virer dès le début, c'est un job d'endurance. Donc si tu tiens, tu restes, et t'es promu et tu gagnes beaucoup d'argent assez vite. Mais c'est hyper fatigant et très intense. C'est des objectifs à la semaine dans des boîtes comme ça. À la semaine, c'est 10-10-2, là, ça parlera à ceux qui bossent dans ces boîtes-là. C'est très dur. C'est quoi 10-10-2 Il faut faire par semaine 10 entretiens d'embauche. 10, ça en fait 2 par jour. L'enfer. 10 rendez-vous... obtenir des rendez-vous de prospection commerciale et 2, ce qu'on appelait des RT, les réunions techniques. Putain, je me rappelle de tout ça. C'est que ça m'a bien brûlé le cerveau. Les RT, c'est présenter un candidat ou un consultant à un client pour lui montrer, genre lui, tu vois, il serait très bon pour faire le job dont tu as besoin. Toutes les semaines. Clairement, j'atteignais pas ces objectifs, c'était très très dur. Mais c'était la métrique. Donc ça, tu fais quoi pendant 1 an Alors je fais ça, au bout d'1 an et demi, je passe responsable d'agence, ce qui change pas grand-chose à part la typologie d'objectifs et la paye. Et après, en tout, j'y reste 4 ans dans cette boîte, mais au bout de 3 ans, et à nouveau planter la graine de l'entrepreneuriat. Et là, on arrive enfin sur mon projet actuel, qui est lié à la gastronomie. Même si, pour répondre à une question qu'on me pose tout le temps, donc je l'anticipe, à ce moment-là, je suis pas du tout passionné par la bouffe. Mon seul lien avec la bouffe, c'est que j'ai un job de commercial, je me déplace beaucoup, et puis aussi, pour faire plaisir à certains clients, je les invite au resto. Donc je commence à prendre plaisir à choisir mes restos et ça devient un peu un jeu avec moi où des fois même je planifie mes itinéraires. Je vais faire une réunion chez un client à 14h30 et puis vu qu'il est loin, sur le trajet je serais obligé d'aller au resto. Donc j'allais au resto sur le trajet, je choisissais mes restos. Donc je commence à avoir cette fibre-là. Mais clairement, historiquement dans mon enfance, dans ma famille, c'est pas du tout un sujet, la bouffe. La nourriture, ça sert à manger et à survivre, mais il n'y a pas de passion de la gastronomie du tout. D'accord. Ok. Et alors, comment on en vient à créer cette boîte qui est, au départ, n'est pas un club, mais qui est du coup une box
Tu peux nous expliquer Ouais. comment l'idée t'est venue? Donc l'idée m'est venue par un collègue de la boîte dont je vous parlais, qui lui a quitté la boîte avant moi et il a voulu créer une box qui permettait à lui, il est libanais, Faisal, et il voulait cuisiner, il voulait permettre aux Libanais de cuisiner chez eux des plats de chefs français et on leur aurait livré des ingrédients français là-bas pour qu'ils cuisinent ces plats. D'accord. Et il m'a embarqué dans son projet parce qu'il avait besoin d'aide au début. Et à partir du moment où il m'a embarqué, moi, ça m'a surexcité. À partir du moment où il m'a dit ça, j'ai complètement éteint mon cerveau et ça a été très compliqué Ouais. de gérer les deux à la fois. Donc je l'ai beaucoup accompagné. On a même décidé qu'on s'associait. Enfin, on était prêt à aller créer la boîte. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que le modèle, il était trop compliqué à gérer, que ça allait devenir un peu... Enfin, je te passe le détail, mais on s'est dit, ça va pas marcher. Donc on a mis fin au projet. Sauf que lui avait cette capacité incroyable, ça ne me surprend pas le connaissant, de dire ok, je passe à autre chose, next. Et moi, pas du tout. Ouais. Et moi, j'étais complètement immergé dans ce truc-là, Oui. passionné par ce qu'on avait fait, ce qu'on avait commencé à créer. Et la seule option pour moi, c'était de dire qu'est-ce qu'on va changer pour y arriver. J'ai trouvé un truc qui permettait d'y arriver, dans ma tête en tout cas. Et je suis revenu vers lui une semaine plus tard et il m'a dit attends, désolé Tristan, mais moi je suis passé à autre chose, quoi. Ah ouais. Ce qui était hyper dur pour moi. Sauf que immédiatement, enfin, je suis allé à son mariage depuis, on est très proches, même si malheureusement on ne voit pas assez souvent parce qu'il habite loin. Tout de suite, il m'a dit mais enfin, vas-y, hein, moi ce projet je l'arrête, donc Ouais. enfin, vas-y, continue. Donc je l'ai continué et j'ai commencé à creuser et j'ai créé officiellement Moi Chef, un nom qui avait plus de sens à l'époque qu'il en a maintenant, puisqu'à l'époque, Moi Chef, c'était moi-même, je vais devenir le chef parce que je vais recuisiner chez moi le plat d'un grand chef. Et donc, qu'est-ce que c'est Moi Chef au tout début, quand je le crée en 2014? C'est la box la plus haut de gamme qui a existé. Aujourd'hui, quand on pense box, une des plus connues, c'est, alors dans le monde, c'est HelloFresh. À Paris, c'est Les Commis, qui est une box très sympa qui permet de cuisiner chez soi. Bah, on a fait ça, mais en version encore plus haut de gamme, bien plus haut de gamme même. Et je dis pas ça pour dire qu'on était mieux, parce que eux ils sont encore là et nous notre box elle a arrêté, donc clairement il y avait un problème dans notre modèle alors qu'eux ils avaient trouvé un truc. Mais c'était la plus haute gamme de loin parce que chaque box qu'on faisait, on la faisait en partenariat avec un très grand chef. Alors au début, un chef toulousain, les meilleurs qu'on pouvait trouver, sachant que comme je te l'ai dit, j'y connaissais rien, je connaissais personne. Ce qui était aussi un avantage parce que vu que je connaissais personne, j'avais pas peur d'aller voir un chef, même s'il avait des étoiles. Moi j'étais en mode, enfin toc toc, viens on parle quoi. Enfin t'es un humain, je suis un humain. Et donc voilà. T'étais pas là à trembler, à te dire Pas du voilà. Pas du tout. Et je pense que ça a été une de mes grandes faiblesses parce que je connaissais pas tellement ce milieu-là et je savais pas forcément, j'avais pas le bon langage, les bonnes techniques pour parler de ça. Et en même temps, une de mes grandes forces, parce que j'avais une forme de naïveté qui faisait qu'on me présentait un chef 3 étoiles et je pouvais le tutoyer immédiatement sans que. Parce que c'était un autre humain, quoi. J'étais entrepreneur et lui, il était chef. Voilà, c'est tout, rien d'autre. D'accord. Donc tu crées Moi Chef en 2014. C'est ça. Donc il faut rappeler que dans les années 2010, on est dans cette effervescence, on est dans le début des créations, des plateformes de livraison de bouffe. Benjamin Chemla crée City Cake, je ne sais pas si tu te souviens. Non, même pas. C'est une livraison de pâtisserie, plutôt haut de gamme, je crois. Et à l'époque, il n'y avait pas Uber Eats, il n'y avait pas Deliveroo, etc. Et tu avais une boîte qui commençait à le faire, ça s'appelait Resto-In. Et donc, je crois que Resto-In, d'ailleurs, a racheté City Cake. Ah, ok. Et donc, voilà, pour un peu replacer dans le contexte, ça n'existe pas du tout, quoi. En tout cas, tout ce qui est livraison. Alors là, c'est un peu différent. Toi, tu livrais, en fait, une box prête à être préparée. C'est ça. Avec les aliments. Comment tu conservais les aliments? C'était des aliments crus? C'était ça l'innovation dont j'étais fier à l'époque, et d'ailleurs dont je suis encore fier aujourd'hui. C'est que si ça n'a pas marché, c'est que le problème était ailleurs, il était sur ma taille de marché. L'innovation, c'était de dire on va pas nous-mêmes avoir des chambres froides, acheter les produits, les préparer, les conditionner. En gros, j'ai voulu m'inspirer d'une boîte qui était en plein essor à l'époque, c'était Airbnb. Il y avait aussi Uber d'ailleurs, sur le même modèle, qui était à peine en train d'exploser à l'époque, en tout cas en France. C'est-à-dire, on va pas. Uber, c'est pas leur voiture. Airbnb, c'est pas leurs appartements ou leur maison. Ils disent, on va trouver des gens qui ont et qui font très bien. Et moi, je me suis dit, je vais faire la même chose. Donc, ceux qui ont et qui font très bien, ce sont les chefs. Et donc, je suis allé chercher les chefs en disant, je vais prendre tes ingrédients et ta recette et je vais la livrer à des gens qui ont envie de les cuisiner chez eux. Ce qui faisait que le modèle économique était assez simple parce que j'avais très peu de coûts. J'étais juste sur de la mise en relation.
Ça paraît évident aujourd'hui, mais il faut se remettre dans un monde, en effet, comme tu le dis, je te remercie, c'est que Deliveroo, Uber Eats, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Donc D'accord. c'était assez innovant. Mais le problème que j'avais, c'est que ma taille de marché était vraiment, vraiment trop petite. C'est pour ça que j'ai dû un jour arrêter la boxe. Et pardon, juste si on revient au début de ton aventure entrepreneuriale, tu démissionnes de ton travail ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une période un peu transitoire où tu es à cheval à la fois sur ton taf salarié et sur ce projet? Ouais. Comment tu peux nous dire un petit peu le moment Je démissionne intellectuellement dans un premier temps, donc sans en parler bien sûr. Mais non, je prends pas trop de risques parce que, en plus j'ai un job qui est hyper bien payé. Je viens d'acheter un appart que j'ai vendu depuis. Donc ouais, non, c'est pas, je suis pas non plus complètement buté. Donc je me dis il y a un potentiel, mais je vais faire gaffe. Donc j'essaie d'avoir une approche la plus lean possible. Pareil, lean startup, ça parle beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, ça parlait pas du tout. Ouais. Je sais plus de quand date la sortie de... Je crois que c'est 2012, la sortie du bouquin de Eric Ries, The Lean Startup. Donc, sorti en 2012 aux États-Unis. Moi, on est en 2014, donc autant dire que personne n'en entend parler en France, à part les tout petits milieux des accélérateurs de startup. Mais par hasard, je tombe dessus. Je lis le bouquin, ça me fascine, ça me passionne. Et une fois de plus, je me dis, tiens, je vais pouvoir apprendre plein de choses. Donc, j'applique tous les préceptes de Lean Startup à ce que je suis en train de faire, qui consiste à dire, tu vas pas passer un an à créer les statuts, pack d'associés, compte bancaire, le site web, l'appli, machin. Je vais d'abord tester, puis après on verra. Et donc, je fais des itérations très rapides pour voir si mon modèle semble fonctionner. Okay. Et la première itération, c'est d'aller voir un chef et de lui proposer mon idée et de voir si ça prend, quoi. Bon, tu le développes très bien dans un podcast qui est génial autour du business, de la food. C'est celui de Business of Bouffe que j'ai fait avec Philippe Berchambre. Ouais. Exactement, j'invite nos auditeurs à t'écouter parce que tu le développes très bien et donc on va peut-être pas en reparler, ça serait un peu faire une redite. Mais donc, génial. Comment tu passes de ce modèle donc, de box à Moi Chef? Et est-ce que tu peux nous parler de comment tu sources donc d'abord ton modèle économique et comment tu sources ensuite les producteurs? Comment tu les trouves? Comment tu les convaincs de passer par toi? Parce que tu tout nous expliqueras, mais donc en fait il n'y a pas de frais pour les adhérents de Moi Chef, donc en fait c'est à prix prix fournisseur. Ouais, prix pro. Prix pro sans intermédiaire. Ouais. Voilà. Est-ce que toi tu leur reverses un truc derrière? C'est quoi leur intérêt à ces producteurs? Voilà. Les producteurs, je leur reverse tout, justement, 100%. D'accord. Du chiffre d'affaires. Donc pour eux, il y a un énorme intérêt. Mais je vais revenir après. Je vais d'abord répondre à la première question que tu m'as posée. Donc comment je pose de la boxe au club Moi Chef? Oui. Il y a pas de... C'est pas comme dans les films, genre, comment il s'appelle le film sur Facebook où tout paraît simple et immédiat. Non, c'est un mélange de plein de choses. Déjà, l'histoire de la boxe, elle a été très compliquée, faite de haut et de bas. J'ai vendu mon appart, ma voiture, et à la fin j'étais au RSA et je galérais grave financièrement parce que j'avais rien du tout derrière moi et un loyer parisien à payer. Donc autant dire que c'était très très compliqué financièrement, plus humainement ça a été compliqué aussi parce qu'il y a eu des tentatives d'association sur d'autres projets mais qui ont été, dont la fin a été très très difficile pour moi à titre personnel. Ouais. Donc bon, très compliqué. Et puis, il y a un moment où, de toute façon, je suis obligé de me rendre compte que ça patine, c'est trop lent et on n'y arrivera pas. Et un des déclencheurs, c'est que mon associé historique, qui a créé la boîte avec moi, Romain, il est pas loin d'un potentiel burn-out. Une fois de plus, je précise, comme je l'ai précisé dans l'autre podcast, que c'est jamais un mot qu'il a utilisé, on a utilisé ensemble, lui et moi, mais je le dis avec beaucoup de bienveillance, je pense qu'il n'en était pas loin, et heureusement qu'il est parti de la boîte avant d'y arriver, s'il devait y arriver. Donc il est parti de la boîte, vivre une vie professionnelle différente, et le fait qu'il parte m'a encore plus poussé à me dire, bon, allez, qu'est-ce qui se passe, quoi? Puis d'ailleurs, si lui, il n'en était pas loin, peut-être que moi aussi, au final. Notre mode de fonctionnement faisait qu'il avait tendance à être plutôt dans la retenue, ce qui nous servait aussi pas mal, et moi un peu plus dans le viens on teste un peu tout. Mais là vu qu'il était plus là, j'étais allez. Et donc j'ai vraiment tout remis à plat, et surtout je me suis posé la meilleure question que je puisse me poser et que j'invite tous les gens qui nous écoutent à se poser, c'est qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait plaisir.
Et vraiment, si je devais donner qu'un seul conseil aux entrepreneurs, c'est d'aller vers leur passion, Ouais. quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas meilleur conseil que celui-là et je l'entends régulièrement de plus en plus. Et en l'occurrence, Et comment on fait pour savoir quelle est notre passion? c'est le truc, quand t'en parles, tu finis par saouler tes potes parce qu'ils en ont marre. Ouais. C'est le truc, quand tu te réveilles le matin, tu y penses. Je pense que c'est assez simple de trouver sa passion. Ouais. C'est vraiment le truc qu'on fait dans les proportions qui sont démesurées par rapport aux autres. Mm. Et ça peut être, je passe mon temps à faire du shopping, je passe mon temps à regarder des vidéos Ouais. j'en sais rien, d'ASMR sur les gens qui arrachent le liège des troncs d'arbres. Enfin, ça existe. J'en Ouais. sais rien. Ouais. Excellent. Peu importe, mais c'est quelque chose que tu fais dans une proportion Mm. qui est clairement supérieure aux autres. Et souvent, il y a un frein que les gens se mettent. C'est Ouais. oui, mais parce que je regarde des vidéos de gens qui font ça, les gens qui font ça sont meilleurs que moi. Mm. Donc, je suis pas légitime pour le faire. Mais à partir du moment où déjà tu passes ton temps à regarder les vidéos, tu es déjà dans le top 0,1% Bien sûr. de ces gens-là. Et il y a forcément une place là-dedans pour toi aussi. En gros, Ok. je fais très très rapide, mais c'est comme ça que je le résumerai. Donc regarder les sujets où, en fait, à partir du moment où tu passes un temps disproportionné sur un truc, peut-être que tu tiens quelque chose. A ça priori, Ouais. ouais. A priori. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais. Ça peut être tout n'importe quoi. Moi, je passe beaucoup de temps. Enfin, je suis aussi un geek et je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos Et tech. comment faire pour dissocier, tu vois, la passion qui peut se transformer en projet entrepreneurial de, je sais pas, du hobby. Je sais pas, j'adore voyager, j'adore la boxe, je regarde des vidéos de boxe. Bah, tu peux avoir un job que tu adores et vouloir Ouais. regarder ton hobby comme hobby. Mais à partir du Ouais. moment où tu as envie tu sens que tu as la fibre entrepreneuriale et souvent ça se sent, j'aurais envie de conseiller les gens. Soit tu as mais même si tu as une expertise, souvent c'est que tu es passionné par ce que tu fais. C'est rare Je suis d'être expert d'accord, dans un ouais. domaine sans en être passionné. Ou alors je trouve ça un peu triste. Donc, soit tu as une expertise dans ton domaine de métier actuel et tu veux créer une entreprise là-dedans, Ouais. et tes hobbies restent des hobbies, le voyage, la boxe, ou je sais pas quoi. Soit, même quand tu es au boulot, tu penses qu'il y a une seule chose, c'est aller faire de la boxe, ou à faire un Ouais. voyage, ou à faire un truc qui est beaucoup plus niche Ouais. et absurde auquel je suis incapable de penser aujourd'hui parce que c'est pas ma passion. Et tu penses qu'il y a des gens qui ont aucune passion? Je pense que c'est possible, en tout cas qu'ils l'ont pas encore trouvé. Ouais. Qu'ils l'ont pas encore trouvé, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des freins aussi, c'est dommage. Qui se Ouais. mettent des freins parce qu'on a des injonctions de non, ta vie, ça doit être ton boulot, t'as un CDI, reste dans ton CDI et oublie ta passion sur les sauterelles. Tu vois, je fais exprès de trouver un truc un peu absurde, mais pas tant que ça. Ouais, Parce que je suis sûr qu'il y a une niche sur les sauterelles bien sûr. ou sur les lampes de cheminée, comme j'en ai une devant moi. Carrément. Ok. Ok. Si on revient sur donc le modèle économique de WeChef, Moi, chef. de T'es pas le premier. Moi Chef, pardon, donc tu factures un abonnement à tes adhérents. Ouais. Combien ça coûte? L'adhésion, elle est à 690 € par an aujourd'hui. Ok. Donc le modèle du Club Moi Chef aujourd'hui, après toutes ces itérations et cette réflexion où j'ai tout remis à plat, je me suis dit, je veux trouver un truc qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est de rencontrer les producteurs et artisans qui, eux, ont plein de choses à m'apprendre. Plein de choses. Et 4 ans après, je peux dire que je reviens de Corse et j'ai encore appris 10 000 choses. C'est de la folie. Et je veux trouver un modèle économique qui rende tout le monde heureux. Au début, on se moquait un peu de moi, on disait c'est un modèle de bisounours. Ça me vexait un peu, puis maintenant, en fait, je me suis complètement approprié ce truc-là. Et ouais, j'ai un modèle de bisounours et j'adore ça. Ça veut dire quoi, bisounours? C'est que j'essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Et bon, le défaut que j'ai, c'est que je me sers un petit peu trop en dernier dans l'histoire, mais peu importe, parce que je sais que je m'y retrouve tôt ou tard. Ce modèle de bisounours, c'est je vais mettre en avant des producteurs et artisans qui bossent dans l'ombre des grands chefs. Je vais aller me déplacer à mes frais. Je me déplace peu importe où, donc plus souvent en France, mais des fois c'est ailleurs dans le monde. Je vais les rencontrer, je vais passer du temps avec eux, les filmer, prendre des notes, comprendre comment ils bossent et essayer de retranscrire ça dans une grosse newsletter qu'on a, qui est une newsletter qui est destinée aux passionnés de bouffe, qui fait, il y a environ 11 000 personnes dedans. Et puis on a aussi nos réseaux sociaux, on a 20 000 followers sur Insta, un peu plus sur Facebook. Et on va expliquer toutes ces choses-là aux gens qui s'intéressent. Déjà rien que ça, c'est génial pour les producteurs parce que c'est des gens qui n'ont pas le temps et souvent pas non plus le savoir-faire. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qui leur semblent évidentes à eux. Et moi j'arrive en disant, attends, ça c'est pas évident pour tout le monde, on va essayer de l'expliquer. D'accord. Et comment font les chefs pour trouver ces producteurs? Bon,
C'est c'est la même question que quand on... Enfin, c'est évident pour eux. Un chef, si tu penses à un chef étoilé, il n'est pas arrivé étoilé du jour au lendemain. Il est passé dans plein de grandes maisons avant, où il est passé par plein d'étapes très compliquées. C'est très long, hein, les chefs, souvent ils démarrent à 14, 16 ans. Donc à 23 ans, un chef, il a déjà pas mal d'expérience. Hein. Donc ils sont passés dans plein de maisons, et en fait c'est presque une évidence. D'accord. Ils ont les potes, ou leur maison précédente dans laquelle ils ont bossé. Après, il se passe plein de choses. Il y a plein de producteurs qui vont les voir, qui vont les rencontrer directement. C'est pas du tout un sujet complexe pour les chefs de trouver des producteurs. Des fois, hein, ils ont une mission genre très spécifique. J'aimerais trouver un producteur de tel ingrédient qui soit à moins de 100 km de chez moi. Là, ça devient compliqué et ils sont obligés de se mettre dans une mission d'aller chercher. Et donc, toi, tu vas chercher uniquement des producteurs qui sont dans l'ombre des chefs ou pas forcément? Non, dans l'ombre des chefs, c'est le discours que je tiens. C'est pour expliquer que ma mission, c'est d'aider ces gens-là dont on parle un peu moins qu'on parle des chefs aujourd'hui. Parce que Top Chef est très fort pour mettre en avant les chefs, un peu moins pour mettre en avant les producteurs, et c'est pas grave, hein, c'est chacun son combat. Et moi, mon combat, c'est de mettre en avant les producteurs. Pardon. D'accord. Donc, modèle économique simple, tu factures. Hyper simple. Je facture une adhésion aux membres qui nous rejoignent, et je leur dis, en échange de cette adhésion, tu vas déjà nous aider à soutenir ces producteurs, mais en plus, tous les 15 jours, tu vas pouvoir découvrir un producteur que j'ai sélectionné, que j'aurai rencontré. Tu vas pouvoir comprendre qui il est, comment il bosse, pourquoi ses produits sont exceptionnels et utilisés par autant de chefs. Et tu vas pouvoir acheter ces produits sur une durée limitée à un prix qui est introuvable autrement, puisque c'est le tarif professionnel, sans aucun intermédiaire, sans commission. D'accord. Donc, moi, c'est pas du direct producteur, hein, c'est du direct producteur au tarif pro. Ouais. J'achète au tarif pro parce que je suis un pro, puisque j'achète dans des grandes quantités maintenant, et je prends aucune commission dessus. Je ne gagne pas un centime sur une vente. Tout l'argent de la vente est reversé au producteur. Donc aujourd'hui, je crois que non, j'ai plus le chiffre exact, mais la dernière vente, elle doit être autour de 22 000 euros de chiffre d'affaires qu'on a généré pour le producteur. Une seule commande, une seule facture, la totalité qui est versée au producteur. Pour eux, franchement, c'est de la folie, parce que en plus, on est des très bons payeurs, vu qu'on a encaissé l'argent avant. Nous, on paye dès que c'est livré, on paye. Et sur les 60 euros d'abonnement que paient les adhérents, tu disais, ça soutient les producteurs. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reverses 100% de cet abonnement? Non, pas du tout, pardon, excuse-moi. C'est parce que j'ai pas été clair. Cet abonnement, c'est ce qui justement me permet à moi de me rémunérer. D'accord. Donc moi, je paye mon équipe et je me paye moi, depuis pas très longtemps, mais je me paye un peu, un SMIC, grâce à ces adhésions. L'argent que je reverse au producteur, c'est l'argent de la vente. Donc un producteur va me dire, on parlait tout à l'heure de l'agneau de présalé de François Leclerc, qui est au pied du Mont-Saint-Michel. La vente d'agneau de présalé qui a eu lieu pendant 15 jours, qui a terminé très peu de temps, la totalité de l'argent qu'on a généré pour cette vente va être reversée à François. D'accord, mais donc tu ne reverses rien d'autre, pas de commission supplémentaire, non, c'est vraiment... Non, non, tout l'argent. Et pour lui, il y a le seul, je peux rentrer dans le détail, mais c'est vraiment technique, on a des frais de PayPal et Stripe sur notre plateforme qui montent à jusqu'à 3%. Donc ces 3%, bien évidemment, on dit au producteur, c'est nos frais de plateforme, mais c'est comme si eux, ils payaient avec un TPE, ils ont des frais bancaires. Bon, là, ces frais, on dit au producteur, ça fait que tu prennes à ta charge, parce que sinon, on perdrait de l'argent sur une vente. Mais enfin, c'est anecdotique. Tu t'occupes du stockage ou c'est tout part de l'agriculteur? Il y a deux cas de figure. Il y a, quand c'est des produits frais, on est obligé de passer par Chronofresh, donc c'est le producteur qui fait l'expédition en direct de chez lui jusqu'à nos membres. Donc c'est s'il y a 100 commandes, il va devoir faire 100 expéditions, ce qui est un peu compliqué pour lui, mais il y a pas de... Aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative, même si on y travaille très fortement. Si c'est un produit d'épicerie fine, là par contre, on a réussi à mettre en place une très belle mécanique, j'en suis assez fier, où on a un partenaire qui est basé en Normandie, qui est parfaitement intégré à notre... Là, c'est mes trucs de geek un peu qui ressortent. C'est parfaitement intégré à notre site web et à notre application. Donc toutes les commandes sont automatiquement envoyées à ce partenaire qui sait que Louis, il a commandé, même s'il y a plusieurs producteurs en parallèle, en ce moment il y en a deux typiquement, Marais Goustou et JC David. Si tu commandes 2 produits de JC David et 1 de Marais Goustou, notre partenaire va le savoir. Et les producteurs vont faire juste une livraison chez notre partenaire avec un bon livraison et derrière le partenaire il va tout scanner, faire le dispatch et faire l'expédition. Donc là, c'est quoi? C'est comme Big Blue un peu? C'est Big Blue. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est Big Blue. D'accord. C'est notre partenaire. Ouais. Trop bien. Super. D'accord. Donc en fait, tu as trouvé ton modèle tu voulais faire un truc à la Uber, donc pas détenir... en fait, tu n'as pas de stock. Ouais. Tu as très peu de personnel. Exactement. Et donc en fait, toi, ton job, c'est de
faire grossir cette communauté de gens qui vont tous les mois payer cet abonnement. Ouais. Super. Jusqu'à une certaine limite. On s'arrêtera à 1000 membres. C'est ça. Ouais. Pourquoi 1000? Parce que ça tombe rond. C'est pourquoi pas 900 ou pas 1100. Bon, 1000, ça tombe rond. Mais pourquoi dans cet ordre de grandeur? Et on s'arrêtera vraiment à 1000 pile. Parce que notre mission, je me raccroche toujours à ça. Notre mission, c'est de soutenir les producteurs et artisans qui bossent dans l'ombre des grands chefs. Et parmi eux, il y en a des tout petits. Tout petits, François Leclerc, encore lui, mais aussi l'autre producteur de Bœuf Wagyu, Kamakle, Philippe Prévost. Ils sont tout petits. Et Philippe, pour parler de lui maintenant, lui, il va abattre un Bœuf Wagyu par mois. Ah ouais. Pas plus. Et C'est quand la prochaine vente d'ailleurs? Je n'ai pas de réponse, monsieur. Mais je suis très proche de Philippe et on va sûrement le remettre en avant, mais pas tout de suite. Lui, il y a un vrai risque que j'ai identifié assez tôt dans le club, c'est que si on est trop nombreux, notre modèle économique nous obligera à s'éloigner de ces gens-là. Et donc je refuse, et je m'impose en le disant à chaque fois que je peux parler en public. Je dis à tout le monde, on s'arrêtera à 1000 membres. Comme ça, je pourrais pas, quand on sera à 999, je pourrais pas dire oh, ça va aller 1300. mais ça a du sens parce que... Là, combien de membres? Là, on est à 630 et quelques. Ok. Je veux vraiment pas qu'on... En fait, on perdrait notre âme. En fait. On deviendrait un VP. VP, c'est génial ce qu'ils font pour plein de raisons, mais c'est pas du tout ce que nous, on veut faire. Donc, on s'arrêterait à 1000 pour être sûr de ne pas perdre ces gens-là au passage. Donc, tu auras 1000 personnes. C'est bloqué ou faut que tu continues à accueillir des membres? Il faut que je sois à 1000? Non, là, aujourd'hui. Ah non, je continue à... Alors, il faut... C'est pas simple, il faut postuler, il y a un système de recrutement, il y a des entretiens, par vidéo, interposé. Enfin, pour parler de ceux qui t'appellent, le tunnel d'acquisition, j'ai vraiment réduit l'entonnoir tout en haut. C'est-à-dire que j'ai très peu de gens qui postulent, versus si j'avais juste un champ email ou j'en sais rien. Mais parce que j'ai volontairement beaucoup mis de frein, parce que je veux m'assurer que les gens qui postulent ont parfaitement compris ce qu'est le Club Moi Chef et sont hyper motivés. Okay. De toute façon, je m'arrêterai à 1000, donc moi je suis pas dans une course effrénée à la croissance. Et je préfère mettre 4 mois de plus à arriver à 1000 membres, mais avec des gens ultra quali, ultra passionnés et qui partagent mes valeurs, ma passion, que d'avoir des gens random qui sont tombés dessus par hasard et qui disent ah quoi, du bœuf wagyu moins cher? Ok, allez, je postule et puis non, ça m'intéresse pas. D'accord. Ok. Donc 1000 membres, 60 000 € quoi de chiffre d'affaires mensuel. À peu près. Donc c'est super. T'as pas de stock? En termes de collaborateurs, est-ce que ça nécessitera d'avoir beaucoup plus de collaborateurs qu'aujourd'hui? J'espère pas, je pense pas trop, non. Là, on est 5 à être rémunérés dans la boîte. D'accord. C'est magnifique parce que c'est vraiment l'illustration d'un business rentable, passion, qui fonctionne, quoi. Ouais. C'est génial. Ouais, exactement. Rentable... avec beaucoup, volontairement, je dis ça parce que je veux pas vendre du rêve. Rentable en passant par des étapes de l'enfer. C'est la question que j'allais te poser, c'est on comprend que c'est pas du jour au lendemain. Ouais. Parce qu'on se dit putain, il a 60 000 € par mois, il n'a pas de stock, il n'a pas de personnel, il n'y a pas de locaux, il a pas. C'est génial. Ok, mais ça fait quoi, 10 ans que tu taffes sur tes projets. C'est très compliqué de trouver ce modèle. Ouais. Et comment tu fais pour continuer tu vois, c'est quoi cette détermination Qu'est-ce qui te drive comme ça? Pourquoi tu as envie de... Pourquoi tu t'es pas dit, bon, allez, vas-y, je prends un taf de consultant, c'est très bien. J'aurais pu, j'ai eu plein de propositions. Et d'ailleurs, au passage, pour ceux qui hésitent à entreprendre, au pire c'est le meilleur CV. Hein. Même en échouant. Ouais. Même en échouant. Entreprendre pendant 6 mois, 1 an et après se revenir sur le marché du travail, c'est jackpot parce que ça fait rêver beaucoup de gens. Me concernant, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est la passion. Ouais. Tant que je m'éclatais et que j'étais passionné et que je rencontrais des gens géniaux, j'ai quand même la chance de... demain soir, je vais faire une soirée avec Yannick Aleno. Yannick Aleno, on se tutoie, et puis il nous fait un truc sur mesure pour le Club Moi Chef. Et des chefs comme ça, j'en rencontre plein. Glenn Biel, c'est un très bon ami. Alexandre Madzia, Alexandre Couillon, enfin bref. Donc, ça, c'est fantastique. Je parle des chefs là parce que c'est des noms les plus connus, mais je connais au moins autant, si ce n'est plus, de producteurs et artisans. Là, je viens de passer 10 jours en Corse. J'ai un accueil qui est incroyable parce que
nous, on arrive en leur apportant des choses, forcément. Et donc, eux sont hyper contents. Puis maintenant, on se connaît depuis longtemps. Donc voilà, une passion qui, forcément, me pousse à continuer. Et puis, malgré tout, parce que la passion, c'est beau, mais quand tu payes pas, ou quand tu es au RSA, c'est très compliqué. J'étais toujours convaincu que quoi qu'il se passe, en dernier recours, comme je viens de le dire, si je mettais mon CV sur LinkedIn, j'aurais un job immédiat et très bien payé. Donc en fait, j'avais toujours dans la balance vas-y, tu choisis Tristan. Est-ce que tu veux continuer dans ta passion, mais faut rogner sur pas mal de confort de vie, en ayant la perspective qu'un jour ce soit beaucoup mieux, ou est-ce que tu dis stop, je peux plus. Et après, moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est pas la même situation que quelqu'un qui en a. Il y a toujours des bonnes raisons de dire non, je peux pas. Dans mon cas, j'ai toujours considéré que je n'avais pas franchi la ligne rouge qui m'aurait fait arrêter. Et j'étais toujours persuadé que un jour, moi, chef aussi, ça me le rendrait d'un point de vue financier. On n'y est pas du tout. Une fois de plus, je suis au SMIC aujourd'hui. Mais demain, je sais que je pourrais me payer un salaire confortable. Et il sera temps. D'accord. Super. Tu vas très souvent du coup au restaurant. Ouais. Comment tu fais pour trouver tes restaurants? Alors, ok, au-delà de tu vois, les recommandations de bouche-oreille, est-ce que tu as des trucs est-ce que tu fais tous les nouveaux restaurants, toutes les nouvelles ouvertures? Tu es là ou pas forcément? Alors la première réponse, c'est que les membres du Club Moi Chef ont accès à une carte collaborative des meilleures adresses qu'eux-mêmes ont rentrées. Plus de 600 passionnés de bouffe qui rentrent leurs adresses. Ça en fait, on a plus de 800 adresses dans le monde là, sur la carte. Je m'en sers régulièrement. Et elle est géniale, franchement. Je découvre des restos grâce au moment. Ce week-end encore, dimanche, je suis allé à Pristine. Petit resto pas cher, mais excellent dans le 9e. Merci c'est Constance qui l'a rentré ce resto. Voilà, donc ça c'est une première réponse. Et après, parce qu'on l'a pas dit, donc il y a ce Mapster, ouais. Et il y a aussi du coup des groupes WhatsApp. Et des groupes WhatsApp qui sont très actifs. Actifs, ouais. Avec, je sais pas s'il y a un sujet où on n'a pas au moins un expert dans le WhatsApp. C'est-à-dire que, alors il y a des gens à qui ça fait peur presque parce qu'ils se disent putain mais je suis nul. En fait c'est pas ça. C'est que il y a forcément au moins une personne qui est meilleure que nous dans un domaine très spécifique, mais globalement, ils ont aussi leurs lacunes. Mais c'est vrai que si tu cherches un expert sur les grands crus de Bourgogne, il y en a plus qu'un, mais si tu cherches un expert en cuisson à basse température, il y en a au moins un ou une. Bref, il y a des experts dans plein de domaines, c'est assez impressionnant et c'est génial parce qu'il y a une bienveillance dans ces groupes qui fait que il y a aussi des gens, tiens, je pense à Claire qui a envoyé un message récemment, très naïf et spontané, j'y connais rien en ça, vous pouvez m'aider. Et les gens sont en fait trop contents de l'aider. Il n'y a aucun jugement de quoi, tu fais partie du club. C'est hyper bienveillant, positif. Moi, j'ai posé une question sur le vin. Et les réponses étaient vraiment extrêmement, d'abord très pertinentes. Et puis très sympa, très sain. Et c'est pas gnangnan non plus, quoi, tu vois. C'est des gens qui sont passionnés de bouffe. Et tu me racontais que tu avais des mecs et des nanas qui pouvaient te raconter qui voyageaient même carrément pour se rendre dans un restaurant en particulier. Ouais. Ah oui, il y en a qui traversent la France, voir le monde pour tester un nouveau restaurant. Bon, enfin, c'est pas. En 2023, c'est pas hyper éco-friendly, sauf si tu le fais en train ou en voiture électrique. Mais mais c'est pour décrire le niveau de passion. On a des gens ultra passionnés. Enfin, là, typiquement, on a fait une visite du château Angélus. C'est un château emblématique dans le Saint-Émilion, qui est grand cru, classé A, et qui est fermé au grand public. Et là, ils nous ont ouvert leurs portes. On était une dizaine. C'est des moments où, bien sûr, tu prends le train là de Paris pour y aller, parce que ça vaut la journée de déplacement. Clairement. Okay. T'es plutôt salé ou sucré? Un peu plus salé peut-être. Ouais, un peu plus salé, mais ça c'est mon passé. Faut que je m'en remette, mais j'ai fait un régime cétogène pendant 2 ans. Donc j'ai appris à vraiment me débarrasser du sucre complètement même et de tous les glucides. Donc ça m'a un peu éloigné du sucré, mais j'y suis complètement revenu et je peux avoir des expériences incroyables sur un dessert sans aucun problème. C'est quoi, quand tu dis c'est un bon restaurant, ça veut dire quoi? Alors ça, je peux pas répondre à ça parce que c'est plein de facteurs différents. Il y a l'émotion, il y a les gens avec qui je suis, il y a le chef, il y a le prix, il y a le vin que je vais boire, il y a le cadre, il y a le bruit, il y a la musique. Enfin, il y a tellement de paramètres que c'est très 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 compliqué pour moi de dire un bon resto. J'ai fait un très bon resto dimanche, comme je te disais, Pristine. Ça fait 2 fois que je leur fais la promo, mais je suis content. Est-ce que tu te forces, par exemple, je sais pas, quand tu vas dans un étoilé, à te dire, ok, bon, c'est pas parce que c'est un étoilé que c'est forcément bon. Ou, tu vois, est-ce qu'il y a un espèce de biais comme ça
ou non? Je vois ce que tu veux dire. En fait, ce qui m'est arrivé récemment, et j'ai eu la chance, c'est un membre, il se reconnaîtra peut-être, qui m'a invité dans un resto, mais vraiment, c'était pour se voir. Et c'était pas pour aller dans ce restaurant-là, Ok. puisque c'était à côté d'un spectacle qu'il allait voir au théâtre. Et c'était dégueulasse. Mais vraiment, c'était dégueu. Et ça m'a fait du bien parce que il s'avère que par mon job, et parce que par l'expérience aussi, maintenant, je sais assez facilement repérer un resto qui va potentiellement être pas un bon resto. Donc, je les évite, ces restos. Et donc, Mmh. par la force des choses, je vais de moins en moins dans des mauvais restaurants. Mmh. Et là, et là, c'était pas le cas. J'étais vraiment dans un resto. C'était loupé, mais vraiment Ouais. mal fait, avec presque mal intentionné, quoi. C'était pas possible de servir ça, quoi. Une Ok. espèce de travers de porc sec, mais sec. J'ai dû Ouais. boire 1 litre d'eau pour le. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas fini. J'en ai mangé 3 bouchées, j'ai arrêté. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a presque rassuré. Parce, Mmh. et ça répond à ta question. Au bout d'un moment, je me disais, mais est-ce que c'est moi qui me monte le truc? Et en fait, Ouais. je me dis que je suis Oui, oui. tellement convaincu que ça va être bon que je le trouve bon. D'accord. En fait, Ouais. non. Non, c'est juste que je vais souvent dans les bons restos, Mmh. mais je suis encore capable de. Enfin, et même beaucoup plus, de trouver un truc vraiment dégueulasse. C'est juste que je les fuis, ces endroits-là. Et Ouais. on en parlait tout à l'heure, tu vois, là, je sais pas quelle heure il est midi. Ce midi, je vais probablement sauter mon repas, parce que, en fait, si j'ai pas l'occasion de manger quelque chose de bien, je préfère ne pas manger. Mmh. Et c'est aussi ce qui me permet de pas prendre 50 kilos Ouais, ouais. avec mon job. D'accord. Ouais, parce qu'il y a des modes dans la bouffe, dans le vin. Tu vois, récemment, bon, il y a tout ce qui est vin nature. Toi, c'est quoi ton approche? Enfin, voilà, est-ce que tu étais full vin nature? Est-ce que tu es ouvert? Enfin, c'est quoi un peu, enfin, tu vois, c'est un truc à la mode. Depuis quoi, 10 ans, on va dire, que Ouais. c'est un truc vraiment de... Ah, moi, le vin nature, ça m'a énormément apporté. Je vais t'expliquer pourquoi, mais avant, il faut comprendre que ma culture du vin, elle est catastrophique, Ouais. historiquement. Dans ma famille, c'était le prix qui évaluait Ok. la qualité. Et le prix à Carrefour. Mmh. Donc, si elle était à plus de 15 euros, c'était forcément une bonne bouteille de vin. Ok. C'est tout. Donc là, je viens de loin, et mon éducation au vin, je l'ai faite il y a seulement quelques années. Donc j'avais pas mal de retard, et ce que m'a apporté le vin nature, c'est que il y a peut-être 8-9 ans, pour la première fois, j'ai pu identifier une typologie de vin Ok. qui, maintenant, avec le recul, n'était pas forcément les meilleurs traits du vin nature, mais je sentais ce truc, j'étais là, waouh, ah ouais, ça c'est un vin nat, c'est sûr, quoi. Ouais, ouais, ok. Mais souvent parce qu'il sentait un peu le bouc ou un truc comme ça, mais peu importe, au moins ça me permettait de faire la différence entre un truc ultra sulfité et standardisé d'une coopérative et un truc où il y avait des mecs un peu fous qui se lâchaient et qui disaient on va voir ce que ça donne. Pendant quelques années, je ne buvais plus que ça parce qu'au moins, Ouais. je me disais au moins là je sais ce que je bois, et ça m'a étonnamment réouvert une porte vers D'accord. tous les vins, le vin plus conventionnel, qui peut pourquoi pas être sulfité ou pas, mais dans des doses intelligentes, mais qui vont être exceptionnels. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un tour de vanne pendant 1 an pour aller à la rencontre des producteurs, des membres du club Moi Chef, Génial. mais aussi de vignerons. Et j'ai fait exactement ce parcours sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que, on a démarré, le premier vigneron qu'on a rencontré, c'est un mec, il faisait du vin clando, c'est-à-dire qu'il allait piquer ses raisins sur des vignes qui étaient abandonnées. Bon, piquer, il n'y avait rien de très mal puisqu'elles étaient abandonnées, mais c'était même pas ses propres vignes. Et il faisait sa vinif dans son garage, un truc, on y est rentré, c'était à l'arrache totale, quoi. Et là, vraiment, j'ai bu son vin, j'étais là, waouh, ah ouais, non, Ouais. ça allait pas du tout. Ok. Mais l'histoire était géniale, elle était marrante. Ouais. Et j'ai commencé par lui, puis on allait en voir un autre nature, et plus ça allait, plus on est monté dans les vins nature. Je pense à la Sorga qui fait des vins géniaux, même s'il y en a quelques-uns qui sont ratés forcément, mais globalement il fait des vins incroyables. Et puis le hasard des choses a fait qu'on a terminé notre parcours vers le Bordelais, et puis qu'on a rencontré Jean Garando qui est membre du Club Moi Chef et qui est le DG du château Latour. Donc, le château Latour, on n'est pas... quoique, je crois qu'il ne suffit pas du tout d'ailleurs, mais on est sur des vins beaucoup plus traditionnels, beaucoup plus... et absolument incroyable. Et donc, Parce que pour rappeler, il y a 3 types de vins. Il y a le vin, on va dire, conventionnel, le vin bio, biodynamique
et le vin nature, quoi. C'est un peu les 3 grandes classiques. Ouais. Catégorie, Je ouais. sais pas si j'ai envie de les mettre dans ces cases-là parce que Ouais. déjà, je me sens pas légitime pour les mettre dans des cases. Oui. Moi, mon expertise, elle est beaucoup plus sur les produits que sur le vin. Ouais, ouais, ouais. Même si j'ai plein de projets sur le vin qui arrivent là, mais on en parlera une prochaine fois. Super. Donc, c'est Donc, pas, le même c'est pas pour les principe mettre dans que ces moi, cases, chef. mais ouais, Mais dans le vin. Ouais. Trop bien. c'est pour plus tard. Mais je suis en phase d'exploration forte là-dessus, ouais. Donc oui, enfin, je sais pas. En fait, le vin, Mais tu vois, par exemple, le vin, les vins- en fait, le vin a Ouais. toujours été nature. Oui. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où on a eu un développement de l'industrie chimique. Pareil, je fais beaucoup de raccourcis en disant ça. Oui, non, mais c'est L'industrie pour qu'on chimique comprenne. s'est développée pour des mauvaises raisons. Donc, on a eu après une industrie chimique très très développée qui était là, qui disait on a un énorme savoir-faire, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant. On avait aussi un monde qui était affamé parce que la Seconde Guerre mondiale c'était la catastrophe. Et cette industrie pétrochimique, elle arrive avec des solutions franchement miraculeuses en disant viens, tu mets ça et ça pousse plus vite, ça grandit plus vite, ou alors ça arrête les fermentations. Et alors, enfin, je comprends à 100% les gens qui ont suivi et qui sont allés dans ce sens-là, parce qu'il fallait nourrir des gens, c'était de la survie. Mais avec les dérives qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on en a mis beaucoup trop, parce qu'on ne se rendait pas compte des problématiques que ça pouvait avoir. Et maintenant, on connaît les dangers du glyphosate, des choses comme ça, où, bien évidemment, on essaie de le mettre le moins possible, voire pas du tout. Donc, en fait, ce sujet-là, il est au final assez récent dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Et là, on est en train de revenir et tout le monde revient en disant ah ouais, en effet, Oui. on n'est peut-être pas obligé d'être. Mais je te pose cette question parce qu'en fait, moi, ce que j'essaie en tout cas de chercher, c'est impossible. Hein, mais tu vois, d'effacer tout ce qui est. Tu parlais d'injonction tout à l'heure. Enfin, tu vois, tous les biais, toutes les modes. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est d'aller vraiment. C'est ce que tu fais, c'est d'aller sourcer, tu vois, le produit à son état le plus brut, quoi. Ouais. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau dans ma vie, tu vois, genre d'essayer de trouver, tu vois, des vérités, tu vois, des choses, des règles un peu universelles. Et c'est vrai que ce qui me saoulait j'adore le vin nature, mais ça pouvait me saouler le côté ah oui, ce vin est vraiment génial, il est pétillant, il est truc, il est machin. Non, il est juste pas bon en fait. Et c'est pas parce que c'est nouveau que ça Bien sûr. pétille et que le vin rouge ça pétille jamais. Et il y avait ce côté un peu où en fait, t'aimes ou t'aimes pas. Et c'est quand même ça à la base de la bouffe et du vin, c'est passer un bon moment, être heureux et jouir de la chair, quoi. Et pas être dans le truc, alors oui, en fait, c'est bon parce que c'est à la mode et que machin. Exactement. C'est dégueulasse le vin pétillant. Je n'aime pas. Après, il y a des gens qui aiment, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, si tu n'aimes pas, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui, en fait, quand tu creusais un peu, ils me disaient, oh, mais j'aime pas du tout, c'est pétillant, j'aime pas ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends parfaitement. Et ça, ce que je passe mon temps à essayer d'expliquer, c'est que tout n'est pas binaire, ou tout n'est pas noir ou blanc. La bio, typiquement, c'est pas noir ou blanc. C'est que des nuances et il faut prendre le temps. Alors forcément, parce qu'on a plein de choses et tout le monde ne bosse pas dans le monde de la gastronomie, donc souvent on fait des raccourcis. Ouais, bien sûr. Le bio c'est bien, ou pour certains, même si j'ai mal à comprendre, le bio c'est mal, ou alors c'est trop cher, pourquoi pas. Je pourrais l'entendre, même si c'est une fois plus, beaucoup plus nuancé que ça. Et c'est pareil pour le vin. C'est regrettable d'avoir des gens qui ne jurent que par le vin nature, parce qu'ils se privent de choses absolument exceptionnelles. Comme, et j'en ai encore autour de moi, des gens qui disent je ne boirai jamais un vin nature. Alors qu'en fait, ils en boivent sans même le savoir ou sans l'admettre. Pourquoi ils disent ça? Parce que c'est plus simple, ou c'est un positionnement aussi. Oui, c'est ça, dire... c'est une posture. C'est de se dire, c'est une posture, okay. Parce que ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Ça ne veut techniquement rien dire. D'ailleurs, nature qui... Parce que vin nature, pour rappeler peut-être à nos auditeurs, ça veut dire sans intrants chimiques. Ouais, j'ai pas la définition exacte et je sais pas s'il y en a une vraiment officielle. Je pense que il commence à en avoir une. Oui. Mais c'est ça, c'est pas l'intrant chimique, c'est du bio plus. Il y a une philosophie aussi. L'idée de faire comme on faisait au Moyen-Âge. C'est pas au Moyen-Âge, j'en sais rien, mais en tout cas avant la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr. Mais non, mais c'est le moins d'opérations possible, laisser le vin vivre tel quel, quoi. Donc ne pas mettre de sulfite, parce que le sulfite, c'est ce qui permet de complètement stopper le vin et le bloquer pour pas qu'il bouge. D'accord. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Des fois, c'est pas de tout faire par gravité, donc pas de pompage du vin ou des choses comme ça. Une fois de plus, je suis pas expert en sur la règle partie vin, générale, c'est des producteurs qui sont amoureux, quoi. Ouais.
Tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais hier. Amoureux de leurs J'étais produits, hier avec, amoureux de leur terre. avec Alexandre, le DG du Fooding, un guide gastronomique qui est génial. Et je lui disais, ils ont relancé leur application. Merci Alexandre de l'avoir Ah ouais relancé. Ouais, trop bien. Ce qu'elle J'ai jamais compris pourquoi ils avaient arrêté, c'était génial. Absurde. Ouais. Mais peu importe, elle est là à Voilà. nouveau. Donc je suis très content. Elle sort quand Ça y est, elle est sortie là, cet Ah été. Ouais, tu peux Trop l'installer. Et je lui disais, tu sais que moi je considérais que votre plus gros concurrent, c'était Raisin. Ouais. Parce que Raisin, c'est une application dédiée au vin nature. Mm. Et en fait, moi je me servais de l'appli Raisin pour trouver des restaurants. Ah ouais. Parce que, et c'était pas parfait hein, comme raisonnement, mais je me disais, si quelqu'un a du vin Moi, nature dans j'ai eu son le même resto, raisonnement, ouais. c'est quelqu'un qui fait l'effort Ouais. parce que c'est un effort. Hein. Trouver, on le sait, hein, les distributeurs qui te disent tiens, vas-y, prends mon vin, tu vas faire des grosses marges. C'est toujours les mêmes, là, le Pic Saint-Loup, machin. J'ai rien contre le Pic Saint-Loup, mais faire la démarche d'aller chercher des vins nature, en tout cas, encore il y a 1 ou 2 ans, c'était une vraie démarche. Donc je me dis, si les gens font l'effort de faire ça, a priori, ils vont mettre un peu de soin dans le choix de leurs ingrédients. C'est un raccourci qui n'appartient qu'à moi, mais globalement, je me Non, plantais mais pas je trop. comprends, ouais. Ça n'empêchait pas que je tombe des fois sur des mauvais cuisiniers qui faisaient un plat qui n'était pas terrible, mais au moins, je savais que c'était pas du sous-vide acheté à je sais pas qui. Voilà. D'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'appli Le Fooding est à nouveau disponible. Et mieux que l'appli Le Fooding pour les membres du Club Moi Chef, c'est. Non, c'est pas mieux, c'est très complémentaire. C'est la fameuse carte Mapster qui est réservée aux membres du club où il y a vraiment des restos géniaux. C'est quoi tes 2 plats préférés? Impossible de répondre à ça. Impossible. J'ai un plat préféré tous les jours, quasiment. Quoi. Ouais. Y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans un plat que. T'as pas un aliment Non. Alors, j'ai déjà répondu à cette question, je peux te faire la même réponse. J'ai un produit qui est mon produit préf, que j'ai jamais mis en vente sur le Club Moi Chef, c'est l'œuf. Ok. Ouais, parce que l'œuf, j'adore parce qu'il coche beaucoup de cases. Et quand je mets en avant un producteur dans le Club Moi Chef, vu que tout n'est pas blanc ou noir, j'essaye d'évaluer plein de choses. Alors, il y a le goût du produit dans les paramètres, mais il y a aussi le côté écologique de la démarche du producteur. Il y a le respect des gens avec qui il bosse, les femmes et les hommes avec qui il bosse. Il y a également notre santé, pas mettre trop d'intrants à l'intérieur, faire de saleté, quoi. Et au final, je trouve que l'œuf, c'est un produit qui coche pas mal de cases. C'est-à-dire que pour la planète, c'est un apport en protéines qui est un des meilleurs. Je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est un des meilleurs. C'est un produit qui est très peu cher, donc hyper abordable, qui peut se cuisiner Enfin, j'ai vu une vidéo une fois, je suis du genre à regarder ce genre de vidéo qui dure 25 minutes, mais c'est genre 43 façons de cuisiner un œuf. J'adore. Ça finit dans un four solaire ou sur une voiture, hein, donc à la fin c'est un peu débile, mais c'est très versatile comme produit. C'est accessible à tout le monde, bref, ça coche beaucoup de cases, j'aime beaucoup. Ok. Et il y a tous les acides aminés dont tu as besoin pour vivre. Ok. Et le pays après la France où t'as le mieux mangé, c'est quoi? Non, pareil. Non, j'ai ultra bien mangé quand je suis au Maroc, mais quand j'étais en Grèce, j'ai mangé de la folie. Mais bon, en Asie, non, je peux pas répondre. L'Italie, c'est incroyable. Ça t'arrive de manger au McDo? Non, je me rappelle très bien la dernière fois, c'était il y a très longtemps. C'est vrai? Ouais, et c'était vraiment. C'était une époque où j'étais pas encore capable de jeûner. Entièrement de vie de garçon. Ok. C'était il y a, je sais pas, plus de 10 ans peut-être. Et sur le retour en bagnole, tout le monde s'arrête au McDo et j'étais en mode ce sera donc un McDo. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, je dirais juste bon, non, allez-y, je sauterai mon repas. Je pourrais, hein, j'ai aucun problème avec les gens qui mangent à McDo. Et je pourrais, et franchement, il faudrait que je le refasse bientôt. Ce serait intéressant d'ailleurs avec mon nouveau palais, parce qu'en 10 ans, mon palais a beaucoup évolué. Je le ferais, ce serait intéressant. C'est juste que McDonald's, c'est vraiment. Moi, je travaille. Il y a un mot que je dis tout le temps, c'est la bienveillance. J'essaie d'être hyper bienveillant dans ma démarche, envers les producteurs, envers les membres, envers tout le monde. Et je considère que McDonald's est une boîte qui est hyper malveillante dans sa démarche. Leur modèle économique, il faut le rappeler, eux, c'est du foncier. Si je fais très simple, eux, la maison mère, McDonald's, gagne de l'argent grâce au foncier. Donc, ils ont trouvé un petit truc là, qui fonctionne bien, qui est hyper rentable, c'est de vendre des burgers. Ils vont voir des gens en disant « Tiens, si tu fais ça, tu vas gagner plein de fric. Par contre, tu vas t'installer sur notre terrain et tu vas nous louer ton espace. Mais t'inquiète, on a un modèle économique, on sait que tu vas gagner quand même plein d'argent. » Et eux, ils gagnent de l'argent sur le foncier. Donc, la qualité du steak ou du pain ou de la frite, c'est le dernier des derniers de leurs soucis. D'accord. Le dernier. Donc, j'ai pas envie de manger chez eux. Parce que je sais sûr. qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait le plus de rentabilité possible pour le mec qui va être là, qui va leur payer un loyer à eux, qui va leur apporter de l'argent. Donc, j'ai pas envie d'aider ces gens-là. C'est tout. Bon, bah alors, si c'est pas McDo, c'est quoi un peu tes plats un peu plaisir, un peu coupables?
Un plat qui fait pas forcément Truc rêver gras. tout le monde, c'est le foie de morue. Ok. Et je dis pas ça parce qu'il y en a en vente en ce moment sur le Club Machef. C'est vrai que c'est le hasard, mais il y en a un incroyable de JC David. Mais le foie de morue, je sais que ça fait fuir pas mal de gens, mais j'adore ça. Je trouve ça excellent en termes de goût. Ouais, on, est j'ai tous, jamais fait. on est tous carencés en vitamine D. Enfin là, ça Ouais. va, on sort de l'été, mais encore. Mais c'est plein de vitamine D, c'est génial. J'adore ça. Mais c'est gras ou non? C'est hyper gras. Ouais. Ah, c'est hyper gras. Mais tu manges ça comment? Comme ça? Ah, mais moi, je mange la petite cuillère. Ouais, C'est un peu sale, mais ouais, j'adore ça. ok. Rien d'en parler, ça me donne faim, tu vois. Sinon non, j'hésite pas à manger un bon burger quand j'en vois. Il y a 2 jours, je me suis fait un Boca Mexa, là, qui est dans le 9e, qui fait une espèce de sandwich. C'est du fast-food, hein, c'est clairement Ouais. du fast-food, mais avec des produits. Enfin, je sais qu'ils se reproduisent. Sur la carte, ils te disent d'où vient le poulet. Donc, j'y vais, quoi. Ok. Et Moi Chef, tu penses que c'est le projet de ta vie ou t'imagines peut-être le revendre et passer à autre chose? Ce qu'on comprend- La raison me fait dire que il me reste encore, si tout se passe bien, 40-50 ans devant moi. Donc, la logique statistique veut que, a priori, je passerai à autre chose un jour. Ouais. Ça, c'est vraiment des pures stats. Mais là, maintenant, toi et moi, franchement, je vois pas comment ça peut arriver que j'arrête. Ouais. Déjà, parce que. Enfin, pour plein de raisons. Pourquoi j'arrêterais? En fait, je vais le retourner dans l'autre sens. L'autre jour, il y a eu un tout début de discussion sur un potentiel rachat de Moi Chef. Un tout début. Hein. Vraiment, je dis pas qu'on m'a fait une proposition signée. Et donc, j'ai dû en parler à mon associé, Com, de Cherizet, qui est l'ancien PDG du Guimio. Et on a eu les discussions parce qu'il fallait l'avoir, hein, forcément. Et je lui dis, écoute, Com, si demain on me propose 10 millions pour le rachat, moi j'ai 60 et quelques pourcents, donc je voulais faire le calcul, moins les taxes, machin, j'en sais rien parce que j'ai pas fait, mais je m'en sors avec quelques millions sympas. Je dis, mais no way, j'y réfléchis même pas une seconde. No way. Parce que qu'est-ce que je fais? Alors on va dire 4 pour être optimiste, 4 millions sur mon compte bancaire. Je fais quoi? Je m'achète enfin un appart plus grand que celui que j'ai. Ok, trop bien. Franchement, trop bien. Je serais trop content. Je voyage pas mal. Alors, c'est cool, mais je le fais déjà tout le temps. Et après, je fais quoi? Je m'éclate aller 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais après, je fais quoi de ma vie? Je me ferai chier, c'est sûr. Et je serais obligé de retrouver un job. Là, j'ai enfin du sens dans ma vie. J'aide énormément beaucoup de gens. J'aide les membres à vivre de leur passion et à trouver d'autres gens qui vivent de leur passion, notamment à travers le WhatsApp. Je les aide aussi à trouver des produits géniaux et à les acheter à un bon tarif et à vivre des événements. On n'en a pas parlé des événements, mais les événements du Club Moi Chef sont quand même absolument hallucinants. Tous ces gens-là, je les aide énormément, ou pas mal, on va dire. Les producteurs, je les aide vraiment énormément. Je leur apporte une belle visibilité, je leur apporte de l'argent. Donc moi, quand je me lève le matin, je suis heureux, quoi. Ouais. Et comme je te disais, je me sers un peu un dernier, donc là, je suis cosmique, donc c'est sûr, j'aimerais avoir un peu plus d'argent, mais la tendance, elle est claire, et dans quelques mois ou années, je me paierai beaucoup mieux. Pourquoi arrêter Moi Chef? Et surtout que c'est un peu sans limite ce que je peux faire avec le Club Moi Chef. Ouais. En tout cas, je la connais pas, la limite. On a parlé du vin tout à l'heure, il se passera sûrement un truc dans le vin dans pas très longtemps. Mais derrière, il n'y a pas de limite. Puis un jour, peut-être que j'aurai envie d'aller développer ça à l'international, même si c'est pas du tout un sujet pour l'instant, parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire en France. Mais, donc, franchement, la réponse pour l'instant, c'est un projet de vie, Moi Chef. Et c'est pour ça aussi que j'investis sur du long terme et que je suis prêt à faire des efforts aujourd'hui, parce que je sais que ça paiera dans 10-15 ans sans aucun problème. Ouais, c'est intéressant. Ça pose la question, en fait, du sens. Et une question que je vais te poser, c'est est-ce que pour toi, l'argent, c'est un moteur sain? Est-ce que je pense que c'est un moteur sain pour les gens? Ouais. Oui, dans une certaine mesure. Ok. Mais oui, complètement. Complètement, ça fait partie de notre vie. Et il faut garder en tête que, je n'ai plus le chiffre exact, mais il y a 10 000 études qui montrent qu'au-delà de 70 000 annuels ou un truc comme ça, tout ce qui est en plus, je crois qu'il y a une phase où c'est juste neutre, ça apporte rien, et très vite, ça augmente le niveau d'emmerde. Ça baisse le niveau de bonheur perçu par la personne en question si tu lui poses tous les ans la même question. Ça paraît absurde, mais c'est comme ça, parce que avec plus d'argent, mais souvent plus de responsabilités, et donc plus d'emmerde. Si on garde ça en tête, il faut quand même se rappeler que moi j'ai connu, dans la pyramide de Maslow, je suis tombé vraiment très bas. C'est bon, j'ai exactement posé cette question. Ouais, moi je te parle de la pyramide tombais Maslow. très bas, c'est-à-dire que j'ai toujours su que je pouvais dormir dans un endroit, mais je me suis
Non, j'ai toujours su, je me suis jamais. J'ai toujours su que je pourrais manger à ma faim. Mais je l'ai frôlé quand Ouais, mais même. t'étais Je bloqué l'ai frôlé. à la strate 1. Ouais, vraiment, vraiment. Je faisais les fins de marché. Mm. Le dimanche à 13h, 13h30, quand les mecs sont à deux doigts de tout jeter, j'y allais pour soit qu'ils me l'offrent, soit payer 2 Oui, euros le gros truc. c'est-à-dire que tu savais que t'allais trouver à manger, Oui, bien sûr, j'allais manger. mais Et, t'étais quand même en insécurité. Ouais. Ouais. Et en vrai, c'est chiant. C'est chiant parce que, Mm. parce que déjà, je mangeais de la merde à ce moment-là. Enfin, quand tu dois manger les mêmes patates pendant une semaine, j'exagère, hein, mais c'était pas loin de ça. Et puis, ce qui était frustrant, c'est que j'allais pas au resto, hein, alors que dans mon job, c'était quand même. Heureusement, c'était un bout de temps maintenant, mais Ouais. je bossais dans la gastronomie et les seules fois où je mangeais au resto, c'est quand je faisais à l'époque de la boxe, je faisais une boxe avec un chef. Bon, bref. Mm. Et puis, ça te permet pas d'être focalisé sur les bonnes choses. Quand tu penses à ça, tu penses pas à soit à ta famille quand tu as une famille, soit à toi-même, à ta santé. En fait, c'est marrant, c'est comme si la vie c'était un jeu en fait. Comme si tu vois, on devait débloquer un peu chaque niveau. Ouais. Donc premier niveau, donc besoins physiologiques, Mhm. manger, dormir, se vêtir. Deuxième niveau, c'est quoi déjà? Je l'ai plus en tête. Il y a la sécurité qui est très Ouais. important aussi. Il y a le besoin d'appartenance, Ouais. besoin d'amour. Mhm. Puis ensuite, plus tu vas haut dans la pyramide de Maslow, plus c'est des choses immatérielles, intangibles. Donc il y a le besoin d'appartenance, et puis ensuite il y a le besoin d'autosatisfaction. Je sais pas comment ça s'appelle, l'autosatisfaction, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Ou l'autoréalisation. C'est l'histoire de ce l'empereur serait l'empereur qui a tout, qui a conquis Ouais. tous les territoires qu'il peut imaginer, qui est le plus puissant, etc. Et à la fin, il essaie de se mettre à la peinture parce qu'au moins la peinture, il sait qu'il part de zéro et qu'il est nul, quoi. Ce serait génial d'avoir je sais pas, tu vois, un livre ou une formation qui gamifie un peu ça, enfin, tu vois, et qui aide les gens à se dire, ok, ben, en fait, premier niveau, c'est Ah ouais, c'est on marrant, a ça. besoin, on a besoin d'oseille, et ensuite, bah, tu le dis toi-même, il y a un moment donné où en fait, et moi je le vois aussi, bah, ok, j'ai vendu ma boîte, mais en fait, j'ai gagné de l'argent, et c'était un premier moteur qui était très important pour moi. Mais maintenant, on fait quoi? C'est-à-dire que en fait, je comprenais pas avant quand les gens me disaient oui, le sang. J'ai bon, arrête avec ton sang, qu'est-ce que tu me racontes? Putain, mais du cash, on n'en parle plus. Non, mais voilà, il faut Non, mais oui, bien sûr, manger. bien sûr. Tu vois, il faut manger. En Ouais, fait, ouais. strate numéro 1 de la pyramide de Maslow, il faut manger. Et effectivement, je pense qu'il faudrait expliquer aux gens, et il faudrait expliquer de façon décomplexée que, bah oui, en fait, c'est normal que vous ayez besoin d'argent et que vous ayez envie de gagner de l'argent. Mais effectivement, une fois que tu as dépassé, je sais pas, les 70 000 euros annuels, il y a d'autres choses qui viennent, quoi. Et moi, ça a été très dur, tu vois, quand j'ai vendu ma boîte, de me dire, ok, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et on en a parlé dans un épisode précédent. C'est un sujet qui est très peu traité parce que, évidemment, c'est un sujet un peu de riche. Alors, même si tu peux fermer ta boîte et gagner zéro, mais bon, en tout cas, tu sais, tu as le mec de Minecraft, je crois, qui a vendu plusieurs milliards, qui expliquait, du coup, sur Twitter sa détresse. Et le mec s'est fait, évidemment, Tu te fais naviguer, défoncer. Ouais. tu te fous de ma gueule, etc. Donc, évidemment, il y a très peu de littérature là-dessus. Il y a quelques documents qui sont sortis d'écoles de commerce aux États-Unis qui traitent de ce sujet-là, mais c'est vrai que tu te dis, en tout cas dans mon cas, pendant 7 ans, ce business, c'était en fait une extension de ma personne. Et donc, en fait, c'est ton identité que tu mets de côté et que tu renies, enfin, je sais pas comment le dire, en tout cas. Ouais, c'est si, clairement. Et donc, effectivement, je trouve que c'est un truc qui serait intéressant, tu vois, à traiter dans, je sais pas, dans les écoles de commerce ou en tout cas dans la littérature business. C'est un truc dont on parle jamais. L'après, tu vois, le post-session. Et donc, ce que tu dis, c'est intéressant. Ouais, ça ressemble à un problème de riche. Et c'en est un d'ailleurs. C'est un problème de riche. C'est pas que ça ressemble. C'est un problème de riche. Pas tout le temps. Et Pas pour toujours. autant, Parce que tu as des gens qui liquident leur boîte, ouais, malheureusement. ça c'est encore pire. Non, mais tu vois, et donc Ouais, bien parfois, sûr, bien mais bon, en tout cas, dans le cas qui nous intéresse, là, oui, c'est un problème de riche, effectivement. Mais ça n'empêche pas qu'il est là et que Ouais. c'est important d'en parler. Ouais. Important d'en parler. Et c'est important d'en parler. J'espère ne pas l'avoir. Parce que je veux continuer moi chef forever. Par rapport au restaurant étoilé, moi, j'ai toujours eu un complexe à la fois pour le prix, vis-à-vis du prix, et un complexe plus social. De me dire, c'est pas pour moi. Il y a tellement de bons restaurants à 30 ou 40 balles à faire. Comment tu réponds à cette... C'est pas simple.
Le prix, c'est un vrai sujet. Et s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, je leur conseille de ne pas y aller. Parce que c'est pas parce que c'est 3 fois plus cher que c'est 3 fois meilleur. C'est ça. Dans un restaurant étoilé, tu vas aussi payer pour un service. Il y a des gens qui s'en foutent de ça. Tu vas payer pour un cadre ou pour un sourcing très spécifique de très très bons produits. Mais bon, des fois, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie. Donc, moi, faut faire hyper attention à ça. Et c'est un vrai budget, les restaurants étoilés ou même les grands restaurants. Donc, faut bien avoir ce truc-là en tête. Socialement, par contre, faut vraiment pas se mettre de barrière, quoi. Si les gens ont envie de se faire un kiff et qu'ils veulent y aller, il faut y aller. Et puis, si le service te fait ressentir que t'es pas habillé comme il faut, machin, c'est leur problème, c'est pas le tien. C'est un vrai bon service, notamment dans le restaurant étoilé, parce que c'est la question. C'est les gens qui savent s'adapter à leur table. Et j'adore ça. Ce que j'adore, c'est quand je vois une table à côté de moi de gens hyper coinsos, tu vois, un peu vieux, potentiellement très riches. Et tu vois, le service, il est vraiment au poulet. C'est vraiment, je leur remets la chaise, machin. Et puis moi, la personne, elle me remet la chaise la première fois. Je dis, c'est bon. Et après, c'est fini, quoi. Et il me pose la bouteille d'eau sur la table et je me resserre de l'eau. Parce que moi, je préfère me resservir l'eau tout seul. Voilà. Et ça, c'est un bon service. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, c'est plus le sujet du restaurant ou des serveurs que le nôtre. Nous, à moins que ce soit un restaurant qui soit réputé pour interdire les gens qui ne sont pas en costard-cravate. Oui, parce qu'on a cette image très coinceuse, c'est il faut extrêmement être en rare. costard. C'est extrêmement rare. C'est fini, ça. Ouais. C'est très, 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 très rare. C'est un sujet pour moi. Je ne suis pas hyper fan de ce genre de démarche. J'ai eu une expérience pas terrible comme ça, mais franchement, ça représente moins de 1% des étoilés. D'accord. Moi, après, c'est un contexte particulier, mais moi, j'y vais comme ça en étoilé. J'ai en t-shirt et en casquette. Et il y a 3 jours, j'ai pris un commentaire sur Instagram de quelqu'un qui m'a traité de plouc parce que j'étais là, c'était au Château Angélus. Mais bon, s'il comprend pas, il comprend pas. Genre vraiment, moi, tant que je manque pas de respect aux gens, D'accord. mais ça m'est arrivé d'aller dans un restaurant où la règle est il faut avoir une veste. J'ai acheté une veste. J'ai dû l'acheter parce que je n'en avais pas. J'ai acheté une veste pour aller dans le restaurant. Mais si c'est leur règle et qu'elle est clairement en amont, c'est à moi de choisir. Tu conseilles de prendre toujours l'accord mets-vin ou pas forcément? Non, c'est très personnel, ça, pareil. Il y a de plus en plus de gens qui en reviennent de ça. Parce que ça fait beaucoup de vin, beaucoup de choses à découvrir. Et moi, j'aime bien... Moi, j'aime bien tester plein de fois la même chose. C'est-à-dire que même souvent, quand je teste un plat dans un restaurant, j'aime bien le reprendre le lendemain dans un autre resto pour pouvoir les comparer. Et en fait, le vin, moi, je suis le mec un peu chiant des fois qui dit on reprend la même bouteille de vin, alors que tout le monde est en mode non, faut tester autre chose. Mais moi, j'ai des fois l'impression que j'ai pas complètement exploré ce vin et que j'aime bien continuer. Donc, j'ai pas vraiment de conseils là-dessus. D'accord. C'est quoi la dernière expérience qui vaut plus que tout l'argent du monde? C'est-à-dire? Je sais pas, une expérience que tu as vécue qui est tellement belle que tu serais, même si on te donnait 1 million. C'est d'avoir mon job. Hein. C'est d'avoir mon job et d'aller en Corse et de me balader, d'appeler des gens, parce que maintenant ça fait plusieurs fois que j'y vais, ça fait plusieurs années que je les mets en avant dans le club, et d'appeler Tristan, trop bien, mais bien sûr, viens quand tu veux. Et puis on finit dans leur salon, on boit un café, on se tape dans le dos, on se fait la bise. Et puis je repars et wow, tu vas où? Attends, clac, et qui me repasse de la charcuterie ou de la confiture. Je repars avec des magnifiques couteaux avec le logo Chef dessus. Bref, c'est des expériences qui sont exceptionnelles. Et d'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir les faire partager à certains membres du club Chef. On y réfléchit là, en ce moment à pouvoir faire profiter de cette proximité. J'ai une vraie proximité d'amis, c'est des amitiés que j'ai nouées avec ces gens-là. Et j'aimerais pouvoir en faire profiter les membres en disant venez, on va tous se retrouver chez machin, on va faire une teuf qui sera pas juste la même que si j'étais au CAC 40 d'une grosse boîte et que je payais pour faire un événement chez un producteur et que le mec il serait hyper stressé parce qu'il a peur que ça aille mal. Ce qui est génial, c'est quand on fait les trucs, on s'en fout, c'est pas grave. On se fait plaisir, on est là pour passer un bon moment. Ça, j'adore. Vraiment, ça, j'adore. Mais désolé, c'est pas une réponse qui est transposable facilement. Mais... Alors, j'ai ici 3 comtés différents qui ont des maturités différentes. Et donc, le jeu, c'est de me dire 1, 2, 3. Ok. Il y a 3, du coup, maturations. Du coup, dis-moi lequel est le plus vieux, le plus jeune. Ok. Alors, avant de le faire, c'est un jeu que j'aime pas trop. Je t'explique pourquoi. Déjà parce que je suis pas expert. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Et surtout parce que il y a beaucoup moyen de se faire avoir.
c'est toute la démarche que j'ai dans le Club Moi Chef. C'est de dire, en fait, pense à une grosse boîte, on va dire Nestlé. Ils ont énormément d'argent, donc ils ont les moyens, mais eux comme plein d'autres, hein, on peut prendre Kraft, ils ont les moyens de recruter les meilleurs au monde qui vont nous piéger tous en termes de goût. Et n'importe qui mettra le poing dans sa bouche et dira « Waouh, c'est trop bon Ouais. ». Et ce sera sincèrement bon. Ce que je fais dans le Club Moi Chef, et si à chaque fois je me déplace et je veux rencontrer les gens, passer du temps avec eux, que vraiment je pousse les portes. Dès qu'il y a une porte qui est fermée, je demande si je peux l'ouvrir parce que je veux voir s'il n'y a pas un loup caché quelque part. Ça me permet de m'assurer que ouais, c'est bon, mais que c'est pas ce goût, il est pas versus ma santé. Et on connaît plein de produits qui sont produits qui sont il n'y a plus rien dedans, c'est la protéine de petits pois de machin, du sucre de l'arôme de trucs machin, tout rassemblé, tu mets les meilleurs experts dessus, ça donne un produit qui est excellent, mais qui est pas bon pour la santé. Enfin, c'est des produits, c'est l'enfer pour la santé. Donc là, j'ai pas l'étiquette. Là, c'est que des produits de très haute qualité. Ok. Mais il n'y a pas les étiquettes dessus. Ok. Donc, pareil ensuite pour le saucisson. Maintenant que j'ai dit ça, je peux quand même te dire comment j'analyserais si je devais analyser comme ça. Mais une fois de plus, c'est pas la règle d'or et je suis pas un expert en dégustation. Première chose que je remarque sur les comtés, c'est la couleur visuellement. On est du plus clair au plus foncé. Et surtout, un gros indice, c'est les petits points blancs qu'on voit là. Souvent, les gens pensent que c'est du sel. En fait, c'est pas du sel, c'est de la tyrosine. C'est une protéine qui arrive avec le vieillissement du fromage, notamment du comté. Donc tout de suite, j'ai envie de dire, a priori, lui, c'est le plus vieux. Après, on peut le faire. La deuxième étape, c'est au toucher. Je sais pas si... Ouais. Bon, j'ai pas un peu plus cassant celui-là, ce qui peut aussi être un indicateur. Peut-être qu'il a perdu un peu plus de flotte, donc ça pourrait me conforter dans mon choix. L'état de la presse, c'est au nez. Ah tiens, c'est étonnant, celui-là, il a moins de nez que celui-là. Donc on pourrait imaginer que contrairement aux couleurs... celui-là, il va être bon, celui-là, je pense. C'est marrant, je pensais que celui-là était que c'était dans l'ordre, en fait, le 3. Ouais. Mais, ouais, bon, maintenant je passe au goût. J'adore le comté. Comté, qu'un fromage incroyable, hein. Je crois que c'est le plus produit et le plus vendu en France. Tu le préfères le plus affiné ou... Ouais. Ah, il est bon. Il est très bon. C'est pas le comté de supermarché. C'est une très belle AOP de comté. Ouais, je pense que je pars sur 1, 2, 3, mais je vais goûter au dernier quand même. Des mecs qui ont réussi à se rassembler et à bosser intelligemment. Ils ont un cahier des charges qui est hyper strict. Alors, c'est pas sans défaut. Il y a un problème en ce moment de trop de déjections animales qui vont polluer les sources. Mais bon, c'est presque la rançon du succès. Et il faut qu'ils le gèrent, ce problème. Mais globalement, ils ont un cahier des charges qui est ultra strict, qui respecte vraiment tout ce que j'aime moi, qui respecte la planète, qui respecte le bien-être animal. L'alimentation des animaux, elle est très bien faite aussi. Bref. C'est vraiment des gens qui bossent super bien. Donc le comté, c'est un fromage, c'est pas original de dire ça, mais franchement... Moi, c'est mon fromage préféré. Ah ouais. Bah, c'est vrai que ça fait un peu... pas sophistiqué de dire qu'on aime le comté, mais... Non, c'est pas très original, mais c'est excellent. Ah ouais. Il est vraiment très affiné celui-là d'ailleurs. Voilà, une fois plus je suis pas expert, mais ça vaut peut-être le coup que je redéguste, mais on n'a pas le temps non plus, mais je dirais peut-être 1, 2, 3. Tu peux y aller, hein. Ouais, 1, 2, 3. Ouais, en termes de vieillissement. Bah écoute, c'est ça. C'est ça ? Ouais. Cool, ça me fait plaisir. Là, t'as 6, 18 et 36. C'est 18. Ouais, bah 6, généralement, c'est ce qu'on trouve dans les... À Carrefour Market, c'est ce qu'on 6 mois, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, hein, mais c'est normal aussi. Hein. 6 mois de vieillissement, c'est moins de stockage, c'est moins de travail sur le fromage, donc ça coûte moins cher, donc il est vendu moins cher. Tous les comtés sont faits au même endroit ou t'as des genres... Pour s'appeler comté, ouais. Ils sont faits dans la même région, et ils sont normalement, je pense que pour s'appeler comté, il faut être dans l'AOP. AOP, c'est appellation d'origine contrôlée, protégée. AOC, AOP, c'est la même chose. Hein. AOC, c'est la version française, AOP, c'est la version européenne. Ok. L'AOP... Ok, je savais pas du tout le... Ouais, maintenant on parle plus d'AOC. On parle plus d'AOC en fait. On dit AOP parce que c'est l'INAO qui gère ça au niveau de l'Europe. Globalement, je mets de côté le vin parce que c'est un sujet que je connais pas suffisamment bien pour en parler. Mais sur la partie produit, quand quelque chose est dans l'AOP, sous AOP, franchement, ça élimine beaucoup de merde. Okay. Ça veut pas dire que
tu vas pas avoir des... Et il y a des loups, hein. Il y en a clairement, j'en connais. Mais déjà, AOP, t'es sûr que les mecs qui se sont donnés, ils sont chauffés, ils ont des cahiers des charges de malades, qui doivent rendre des comptes à l'INAO très régulièrement. Enfin, c'est très compliqué. Donc l'AOP, notamment sur la charcuterie corse. Ouais. AOP, bien. IGP, moins bien. Je dis moins bien pour IGP, pas me fâcher avec les Corses. Indication géographique protégée, ce qui peut être très bien dans certains cas, mais pas dans tous. Et dans le cas de la Corse, IGP, ça permet, et donc c'est le cas à chaque fois, quasiment, d'avoir un animal qui n'est pas corse. Ok. Donc l'indication géographique protégée, elle s'adresse uniquement à la méthode de salaison avec fumage. Ok. Donc en gros, ils disent Ça induit un peu en erreur. on a un savoir-faire de salaison de fumage, on veut le déposer sur l'IGP, par contre on va acheter des cochons en Bretagne. C'est un peu de l'enfumage. En tout cas, moi ça m'embête parce que ça nuit, à mon sens, ça nuit à l'image de la charcuterie corse, qui est exceptionnelle. Et là, ouais, en plus ils appellent pas ça IGP Corse, c'est IGP Île de Beauté, parce qu'ils pouvaient pas appeler Corse. Bon, bref. Ça a été un peu fait forceps. Et alors ensuite, donc, ce sont 2 saucissons. Il y en a un qui est fait à partir d'un animal, c'est pas le cheval, et que tu dois deviner. Ok, ah ouais, c'est plus dur. Je refais le même truc, analyse visuelle. Ouais. Celui-là ressemble plus à un industriel qu'à celui-là, parce qu'il est beaucoup plus homogène. On voit que le gras, il est même presque... On voit que ça a été beaucoup mélangé, parce que le gras, il est... Là, les morceaux de gras sont clairement entiers, ou quasiment. Là, un peu plus mélangé. Et deuxième analyse visuelle, le boyau, là, je ne suis même pas sûr que ce soit un vrai boyau naturel, celui-là. Alors que celui-là, il ressemble plus à un boyau naturel qu'il y a autour. Et la couleur, là, ça fait plus peut-être... je sais pas, ça pourrait être du sanglier, mais j'en sais rien. Ça sent le saucisson. Là, ça sent... Ça sent le maquis, un ça, peu non plus le... ça sent un peu plus le sanglier. Ou quelque chose de... Un animal qui est plus rustique. C'est pas mauvais, hein. Saucisson d'apéro, très bien. J'aurais peut-être dû retirer le boyau. C'est du naturel. C'est naturel? Ouais. Ok, cool. Saucisson, apéro, je le mange tranquillement. Je suis pas extasié, mais je le mange et je bois un petit verre de vin, nature ou pas, parce que on aime tout. Pas la même mâche, mais là, une mâche que je trouve moins agréable, au final. Il se passe plus de choses. Sanglier corse? Ouais. Ok. Pas sanglier. Ou porc. Oui, corse. Non, c'est sanglier. Tout, ouais. Ah, c'est sanglier. Ouais. Mais pas corse, on n'en sait rien. Je sais pas si c'est corse. Non. Mais beaucoup plus... beaucoup plus fort en goût. Ouais, beaucoup plus fort. Ce qui est typique sanglier. Sanglier, petite parenthèse. Les animaux qui viennent de la chasse, je parle que de grand gibier. Sanglier, cerf, chevreuil, etc. Si on parle... Et clairement, j'ai pas de famille chasseur. Hein. Mais pour autant, si on parle d'un point de vue purement bilan carbone, qui est un sujet en ce moment et qui va l'être pendant les nombreuses prochaines décennies, le grand gibier, son bilan carbone, c'est anecdotique, c'est encore moins qu'un œuf de poulet. Ah ouais. Par gramme de protéines, si on le fait comme ça. Puisque le sanglier, il a passé toute sa vie dans une forêt, il n'a rien demandé à personne, il a bouffé des glands, des vers de terre. Et en fait, son bilan carbone, il démarre au moment où il est abattu. Ah ouais. Et que tu l'emmènes avec ton 4x4 de chasseur à l'abattoir, enfin pas à l'abattoir, mais à la transformation. Et là, il y a un veto qui vérifie, et après il y a une transformation. Versus un cochon. J'ai rien contre le cochon, hein, mais il faut l'avoir en tête parce que c'est pas hyper intuitif. Le cochon, il faut le faire naître, souvent artificiellement, pas tout le temps, mais c'est souvent le cas. Puis il faut le nourrir, le protéger du froid, de la pluie, des prédateurs, mettre des barrières. Ouais, parce que le sanglier, t'as pas d'élevage de sanglier. Non. Non, en tout cas, j'en connais pas, ça ferait pas vraiment de sens, puisque non, ce serait très bizarre de faire un élevage sanglier, parce que c'est une espèce qui est invasive, et il y en a de plus en plus tous les ans malgré la chasse.
Ouais. Je suis vraiment pas un pro-chasseur. Hein, vraiment, Mhm. je dis pas pour me protéger de quoi que ce soit, je ne le suis pas du tout. Néanmoins, il y a certains aspects de la chasse qui sont hyper bénéfiques. Et Mhm. moi, ce que je peux te dire, parce que j'en suis le témoin régulièrement, c'est que les petits producteurs qui font des légumes, des choses comme ça, ou même qui ont des brebis, des chèvres, qui se font dévaster leurs trucs par des sangliers ou même par des loups, c'est un autre sujet le loup, et c'est l'enfer pour eux. Ouais. C'est l'enfer. Et, et d'ailleurs, dans le cas du loup, c'est encore plus compliqué parce qu'ils peuvent absolument rien faire. Enfin, c'est très 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 dur. Donc le rôle des chasseurs qui vont chasser des sangliers, qui sont des prédateurs et qui sont en plus en croissance, c'est bien. Et d'ailleurs, Ouais. mangez du sanglier, s'il vous plaît, mangez du sanglier. Parce que il faut valoriser cette filière. Le Ok. problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une filière qui n'est pas du tout valorisée. Ouais. Et donc, la plupart des sangliers sont abattus parce qu'il le faut, sinon ils viendraient dévaster les productions. Mais il y a une bonne partie qui est probablement laissée Ah ouais. dans la forêt, parce que au bout d'une fois que les Ouais. chasseurs ils ont leurs congèles qui sont pleins, ils savent plus quoi en faire. D'accord. Donc, ouais. Ah ouais, super intéressant. Mm. Bah écoute, ça, ce sont des fromages que j'ai achetés chez 4 Hommes, la fromagerie. Mm. Et 4 Hommes fait traiteur aussi, fait de la charcuterie, Mhm. qui est vraiment très bonne. Moi, j'adore la saucisse sèche de canard. Il n'y en avait plus, mais j'aurais beaucoup vraiment aimé te faire goûter, mais une prochaine fois. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment de la charcuterie qui est vraiment de... Tu vois, c'est pas leur taf à la base, ils sont Mhm. fromagers, qui est vraiment de qualité. Donc, effectivement, donc, très bon produit, Ouais, très bon. naturel, enfin en tout cas, Comté, j'espère. Comté, t'as pas le choix, de toute façon. Ouais. C'est dans la OP, donc Ouais, ouais. donc y a pas de. Si c'est AOP, il Ouais. n'y a pas de risque. Mais AOP, c'est pas bio. Non, 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 c'est complètement différent. Ok. Non, non, non. Mais quand on dit naturel, c'est quoi? C'est sans intrants? Ah bah naturel, ça veut tout et rien dire. Hein. Ouais. En tout cas, je connais pas la définition Ouais. s'il y en a une légale. Ok. Bon, super. Écoute, Tristan, merci beaucoup. Pour conclure, est-ce que tu aurais, pour nos téléspectateurs, l'idée, je crois, en tant qu'être humain, c'est de vivre une vie intense, d'être heureux. C'est quoi les conseils? Alors, on en a parlé tout à l'heure, trouvez votre passion. Mais ce serait quoi tes conseils, du coup, de vie pour vivre de façon intense? C'est compliqué comme question, il faut faire un podcast entier sur ça. Alors moi je suis pas sûr qu'il faille vivre une vie intense, du tout. Ma vie l'est, mais moi mon challenge en ce moment c'est de la rendre moins intense, tu vois. Ok. Pour moi c'est pas un critère de réussite. Mon critère de réussite, mais qui m'est très personnel, c'est mon niveau de bonheur. C'est aussi ringard que je sais pas quoi. Mais moi mon objectif, c'est le plus possible d'avoir une courbe dans laquelle chaque jour je suis un tout petit peu plus heureux que la veille. Mhm. Si j'arrive à faire ça, je considère que j'ai gagné. J'essaie pas de me fixer des objectifs Ouais. à 10, 15, 20 ans parce que je trouve que c'est plus source de frustration qu'autre chose ou d'immobilisme. Parce que si je décide maintenant, enfin on voit comme le monde évolue à une vitesse folle, on va parler que de l'IA, mais si maintenant le Tristan de 2023 décide l'objectif du Tristan de 2045, Mhm. mais le Tristan de 2042, il serait complètement bloqué dans des trucs. Oui, mais je m'étais promis que je ferais ça. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Et comment est-ce que demain je peux être un tout petit peu plus heureux que la veille? Mhm. Si j'arrive à faire ça, je pense que j'ai réussi. Et en parallèle de ça, quelque chose qui me parle énormément, c'est le compound effect, Les intérêts composés. ouais. l'intercomposé. Je pense beaucoup et tout le temps à ça. Je parle pas de l'aspect purement financier, Ouais, ouais. mais moi, tant que je sais que j'apprends des choses et que je monte en compétences, mon SMIC, ça me fait un peu marrer parce que je sais que demain, avec tout ce que j'ai appris là, si demain j'avais besoin de faire des rentrées d'argent, je pourrais, sans problème. Mais c'est pas mon sujet parce que moi je sais qu'à côté, je continue à monter en compétences. Ouais. Donc, comment. Ouais, c'est intéressant parce que souvent on dit devenez la meilleure version de vous-même. Mhm. Toi, ce que tu dis, c'est en fait je veux être plus heureux que la veille. Ouais, mais que moi-même. Pas que Oui. ceux que je suis sur Instagram. Ouais, Pas oui. que toi. Parce que sinon, Il n'y a pas le côté mécanique de Non. être une meilleure version. Tu vois, c'est exactement. intéressant. Ok. Ouais, c'est trop bien ce que tu dis. J'ai envie de rebondir dessus. C'est vraiment ne pas se comparer aux autres. Ne pas se comparer aux autres. Et je suis bien placé pour le dire. Parce que j'ai un job qui fait rêver certaines personnes. Il y en a qui s'en foutent, hein, vraiment la bouffe. Mais il y a des gens que ça fait rêver. Tu rencontres plein de chefs, tu rencontres des producteurs, tu es entrepreneur, machin.
Et donc je suis témoin du côté vie rêvée perçue. Et j'en suis même coupable, hein, parce que je poste des stories sur Insta, je montre ce que je fais, nanana. Donc comme tout le monde, je montre que le meilleur côté de moi-même. Et des fois, je vois le biais et des gens qui pensent que ma vie, elle est pas du tout ce qu'elle est. Et quand je leur dis tout simplement, est-ce que tu veux être au SMIC? Ou est-ce que tu veux vivre dans un 35 mètres carrés et prendre mon job? En fait, ah bah non, en fait pas du tout. Et le problème, c'est ça, c'est qu'Insta, on montre que la partie cool. Je montre pas ma salle de bain qui est minuscule. Je la montre pas en photo. Pourtant, elle est vraiment minuscule. et donc, si on commence à se comparer à des personnes, dans sa propre passion, ou sur Insta, ou j'en sais rien, on ne voit pas tout le reste. Le divorce, les gamins qui sont insupportables, la maison qui est super loin, la bagnole qui est cassée, le fait que la personne elle est torturée. Et c'est pas tout ça pour une seule personne, mais c'est un petit bout par là, un petit bout par là, un petit bout par là. Donc si on commence à se comparer aux autres, on s'en sort pas. Parce qu'en plus, le pire, c'est que souvent, on se compare pas à une seule personne. On se compare à juste au meilleur bout de plein de personnes. J'aimerais être beau comme lui, être fort comme elle, être intelligent comme lui. Et là, c'est l'enfer. Et là, en fait, tu passes ton temps à être déprimé. Ouais. Donc, se comparer à soi-même, ça c'est... Un restaurant que tu recommandes qu'il faut faire impérativement. Je sais que tu en as 10 000, évidemment, c'est ton travail, mais... Ah non, c'est trop compliqué. Parce que après, tu me parlais d'un restaurant là, dans le 9e. Ouais, mais j'en ai déjà parlé 2 fois. J'en ai déjà parlé 2 fois. Je sais pas, un restaurant qui t'a particulièrement... Bah non, moi je vais dire le dernier grand resto que j'ai fait. Ouais. Voilà. Thibaut Gamba, au logis de la Cadenne, à Saint-Émilion. C'est le restaurant du Château Angélus, mais qui est dans Saint-Émilion. Thibaut Gamba, il vient d'arriver. Il a un super parcours. Il passe à New York. Il était le chef du Clarence à Lille pendant 6 ans, je crois. Il a aussi ouvert un restaurant en Norvège. Bref, très haut parcours. Et il est dans un moment qui est pas simple pour lui, parce qu'il y a le poids historique de Château Angélus et d'une maison qu'il reprend. Mais en même temps, il commence déjà à apporter ses petites touches de twist sur le menu. Ils font les choses très très bien. Ils ont une champignonnière dans laquelle ils ont leurs propres champignons. Ils ont une ferme dans laquelle ils ont leurs légumes. Ils vont avoir leurs propres cochons, leurs propres volailles. Franchement, il fait un très beau boulot. Et j'ai passé un très très bon repas. Il a pour l'instant une étoile qu'il a récupérée parce que c'est le restaurant qui a l'étoile, c'est pas le chef. Donc il a encore l'étoile. Je suis à peu près certain qu'il la maintiendra, même si on sait jamais avec le guide Michelin. Mais peut-être qu'il vaut mieux y aller maintenant, au cas où il en est 2 dans pas trop longtemps. Et les prix augmenteraient. Super. Génial. Est-ce que tu as une personne que je pourrais inviter, une personne aussi passionnante et passionnée que toi, que je pourrais inviter dans ce podcast, à qui tu penses en particulier? Très probablement. Je suis entouré de gens passionnants, donc, mais il faudrait que tu m'en dises plus sur qu'est-ce que tu cherches comme profil, producteur. Tiens, hier, comme ça, c'est pareil, c'est plus simple pour moi, je prends les derniers dans la liste. Hier, j'étais avec 2 personnes passionnantes. Hippolyte Courty et Alexis, j'ai oublié son nom de famille. Hippolyte Courty, qui est le fondateur de l'Arbre à Café, j'allais dire torréfacteur de café, mais il m'en voudrait parce que il fait partie de ces rares personnes qui ont aussi leur propre plante caféier au Pérou. J'ai ce matin goûté au café qu'il m'a laissé en partant hier, et je me suis fait un petit expresso de son café. Il est absolument incroyable. C'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant, qui est passionné, passionnant, qui a plein de projets. Et d'ailleurs, on a même des projets ensemble. Il m'a relancé ce matin. On va peut-être faire des choses ensemble avec le Club Moi Chef. Mais ouais, lui clairement, et Alexis qui fait enfin un sucre qui a du goût. Voilà, sucre de canne, mais qui est fait d'une certaine manière, qui lui donne un goût absolument incroyable. C'était une très très belle découverte. C'est une photo que j'ai mis en story hier sur mon compte, et je demandais aux gens de deviner ce que c'était, et j'ai eu majoritairement des gens qui m'ont répondu du shit. Parce que ça ressemble à une barre de shit, mais ça pas du tout ça, c'est donc du sucre pour ceux qui se posaient la question. C'est du sucre. Super. Ok, donc on peut te suivre sur Instagram. Ouais, bah mon compte perso c'est Tristan Laff, mais sinon c'est moichef.fr, le compte pro. Et donc il reste encore des places. Il reste encore quelques places dans le Club Moi Chef, et c'est 370 à vue de nez. Les prix augmenteront. Donc je dis pas ça pour faire peur ou pour presser les gens, c'est juste parce que mon modèle économique il est fait comme ça. Les tout premiers qui m'ont fait confiance ont eu un prix d'adhésion qui était plus faible et qui n'augmentera pas, ils le garderont à vie. Là aujourd'hui c'est 690 € par an.
Et ça augmentera à 990, je pense, d'ici la fin de l'année, ouais. D'accord. Ou début d'année prochaine, je sais pas encore exactement. Ok. Et ça augmentera peut-être encore après. Ouais. Plus j'ai des choses géniales à proposer aux nouveaux qui arrivent, plus j'augmenterai le prix. Ça permet d'avoir un modèle économique qui soit viable. Super. Écoute, Tristan, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi, c'était hyper intéressant. Et ce comté était vraiment très bon. Merci la fromagerie 4 hommes. 4 hommes. Salut, Tristan. Salut.